Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, chers collègues, chers partenaires et invités. En premier lieu, je vous prie d'excuser l'absence de Gaëlle Dufour, directrice du centre hospitalier Montpellier. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence ayant pour thème corps commun et frontières en psychiatrie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que c'est avec la conférence inaugurale L'art comme levier de soins qui s'est tenue le 19 juin 2025, il y a bientôt un an maintenant, que la 7e antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences a vu le jour au centre hospitalier Montpellier à Aix-en-Provence. Cette nouvelle antenne repose sur un partenariat tripartite, disons exemplaire, le centre hospitalier Montpellier, le 3BICEF, Centre d'art contemporain d'intérêt national implanté au cœur de l'hôpital, et la chaire de philosophie à l'hôpital. Ensemble, nous avons souhaité que cette antenne montpérinoise devienne un espace vivant où se croisent la pensée, l'art et le soin. Un lieu où s'élabore une réflexion collective autour du thème « Faire corps commun » autour de l'impératif d'humanité. Ce thème nous invite à interroger ce qui, au sein de notre communauté hospitalière, nous relie et nous engage. Qu'est-ce qui fonde notre communauté de soins ici à Montpellier? Comment, dans nos pratiques quotidiennes, pouvons-nous nourrir ce lien d'humanité qui fait la force et la singularité du soin psychiatrique? Ce concept de corps commun est à la croisée des approches des disciplines scientifiques, autant médicales que philosophiques, sociologiques, politiques, artistiques. Un groupe de travail pluridisciplinaire réunissant des professionnels du CHM, du 3BICEF et de la chaire de philosophie anime cette antenne et en assure la vitalité. Ce collectif œuvre à faire dialoguer les savoirs, les sensibilités, les expériences dans une démarche d'ouverture et de co-construction. Les conférences interactives que nous proposons s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. Elles offrent des espaces de réflexion partagés et de retour sur nos pratiques à partir de notre terrain commun, celui du soin en psychiatrie. Pour clôturer le premier cycle de conférences, nous avons donc choisi d'aborder un thème fort, corps commun et frontières en psychiatrie. Avant d'ouvrir les échanges, je tiens à remercier bien chaleureusement toutes celles et ceux qui ont rendu possible la création de cette antenne, la chaire de philosophie, le 3BICEF et les professionnels du CHM. Et je remercie également tous les professionnels qui participent aujourd'hui à la tenue de cette conférence. Vincent Chrétien, infirmier PAS-PRECA au CHM, Sylvain Rolandin, infirmier au 3BICEF, Len Sengès, infirmier au CAP 48 et présidente du comité d'éthique du centre hospitalier Montpellier, Cédric Parizeau, anthropologue du politique, chargé de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans à Marseille, Pauline Ranter, avocate spécialiste des droits psychiatriques et sociologue, et Manon Worms, metteuse en scène, artiste associée au 3BICEF. Avant de laisser la parole à Jasmine Lebert, directrice du 3BICEF, je vous souhaite à toutes et tous une conférence très riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Leïla et merci à vous toutes et tous d'être présents donc, pour cette conférence qui clôt le premier cycle de notre antenne qui effectivement a été inaugurée il y a presque un an maintenant avec donc voilà un premier cycle de conférences dédié à faire corps commun autour de l'impératif d'humanité. Nous travaillons activement à une thématique pour un second cycle qui sera inauguré dès le 18 juin en ouverture de la 4e édition des rencontres Art Soins Citoyenneté, qui est une démarche de co-construction des savoirs initiée par le 3BICEF et aussi un réseau qui est cofondé par le 3BICEF Centre d'Art et le Centre hospitalier Montpellier. Et ce sera voilà, une ouverture à la fois d'un second cycle de cette antenne et des rencontres qui dureront 3 jours du 18 au 20 juin prochain. Donc, pour le thème du jour, merci beaucoup Leïla d'avoir présenté nos intervenants et intervenantes. On a toujours ce principe donc, de conférence qu'on appelle interactive, à savoir que nous commençons cette conférence, effectivement, qui va explorer la thématique des frontières et des logiques de frontières, voire de frontiérisation, qui sont propres à la psychiatrie, qu'il s'agisse de frontières visibles ou invisibles,
en lien aussi avec des questions de droit, avec des questions qui peuvent amener donc nos différents intervenants à aborder leur expérience, à la fois clinique, mais aussi de chercheurs, chercheuses et d'artistes sur des logiques de frontières et de frontiérisation qui peuvent résonner avec les soins et se retrouver et être aussi au cœur de l'espace social. Donc, on a un principe de prise de parole qui démarre par le terrain du centre hospitalier Montperrin, avec donc 3 praticiens hospitaliers donc, que tu as présenté, Leïla. On va démarrer par Vincent Chrétien, donc infirmier au PASS Précarité, puis donc en service de psychiatrie mobile de rue, puis Laine Saint-Gess, à la fois qui effectivement a plusieurs casquettes, et également celle d'infirmier réserviste au service de santé des armées. Et Sylvain Rolandin, donc infirmier au 3 Bicef, qui seront donc les expériences présentées avec cette dimension clinique. Et nos répondantes et répondants poursuivront la deuxième partie de cette conférence avec donc l'intervention donc de Cédric Parizeau, anthropologue du politique, à l'IREMAM, qui est effectivement à Aix-en-Provence et non à Marseille, petite erreur de notre part, et qui est aussi l'auteur, l'initiateur d'un projet qui a été un projet important en recherche, à la fois anthropologique et artistique, l'Anti-Atlas des frontières. Et Pauline Ranter, sociologue et juriste, qui est spécialiste du droit des patients et qui est amenée aussi à assister aux audiences au tribunal administratif en institution psychiatrique assez régulièrement au centre hospitalier Édouard Toulouse à Marseille. Manon Worms, metteuse en scène, qui à la fois a travaillé au 3 Bicef, a présenté sa dernière création Arcane au 3 Bicef et intervient régulièrement et ancre son travail sur le terrain social, est intervenu aussi sur un cycle d'ateliers au service psychiatrique aux détenus à l'automne dernier et travaille les questions aussi de frontières invisibles et de logique de discrimination dans ton travail artistique. On va donc vous laisser la parole pour cette première partie, les praticiens hospitaliers, et on rebondira. Et la troisième partie de cette conférence sera, comme d'habitude, un échange avec vous. Merci beaucoup. Bonjour, Vincent Chrétien, je suis infirmier, je travaille sur une équipe mobile de crise au domicile. Mais là, je vais vous parler de mon expérience sur une petite équipe PASS Précarité sur laquelle je suis resté 19 ans. C'est une équipe qui fait de l'accès aux soins psychiatriques, somatiques et des suivis sociaux pour les personnes précaires. Donc, c'est une équipe de terrain, une équipe de rue. Voilà. Quand j'ai eu vent du sujet des journées là, sur les frontières, c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce que ces frontières, c'est des frontières qu'on franchit très régulièrement sur ce genre de pratiques de terrain en équipe mobile PASS Précarité. Donc je vais essayer de vous développer en 3 points. Il y a 3 choses qui m'ont frappé en fait quand j'ai eu vent de ce thème. La première chose, c'était au niveau de l'hôpital. En fait, le fait de sortir, de passer les murs de l'hôpital, de passer la frontière de l'hôpital. L'hôpital, c'est une frontière matérielle, des lieux sécurisés, des entretiens formalisés qui délimitent l'espace de soins et créent un cadre de protection pour les prises en charge des patients. Quand on va à l'extérieur, quand on franchit les murs, il y a une partie d'informel dans l'allée verte, on appelle ça l'allée verte. Voilà. Redéfinir psychiquement son propre cadre. Pourquoi je suis là, mes missions, ma distance et mon positionnement. Redéfinir le cadre institutionnel dans sa tête, sans blouse, sans rendez-vous, sans bureau, souvent sans présence médicale et surtout sans y être particulièrement invité par le patient. Ce n'est pas lui qui vient à moi, mais moi qui tente une approche, le sachant en souffrance, avec souvent de gros besoins en santé. La rencontre, notre présentation peut varier pour ne pas risquer de heurter la personne ou d'être stigmatisé dans nos fonctions. Nous serons alors équipe de travailleurs de rue, équipe de soignants et dans les meilleures conditions, une équipe de soins rattachée à un hôpital psychiatrique. Une volonté de présentation trop rapide peut être vécue comme intrusive et persécutrice.
Il est important de garder à l'esprit que la personne, bien souvent, n'a exprimé aucune demande, conserve son libre arbitre et son droit à refuser notre sollicitation. Fut-elle une simple rencontre? Parfois, la communication est impossible, refus clairement exprimé ou manifesté de façon vive, voire agressive. Jamel, un grand précaire psychotique et très désocialisé, nous a plusieurs fois insultés, agressés verbalement, avant de nous inviter plus poliment à poursuivre notre maraude. À l'inverse, le premier contact peut laisser entrevoir qu'une rencontre va être possible. Être bien présent, empathique, c'est éviter d'être trop pressant, de ravaler notre curiosité, notre volonté de savoir, de connaître. Accepter cette frustration et se laisser guider par la personne. Il est possible de proposer une aide éventuelle autour des besoins fondamentaux du quotidien. Où se laver, où se nourrir, où changer, laver ses vêtements. Des choses pratiques de la rue, recharger un portable. Voilà. Tout ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre en ayant une bonne connaissance du réseau. C'est ce qui était notre cas. C'est souvent la personne qui va placer le curseur, donner le ton et orienter la conversation. Parfois, d'emblée et sans préambule, souvent sous l'effet désinhibiteur de l'alcool, la personne peut évoquer sa problématique personnelle, intime, son parcours de vie traumatique. La rencontre peut alors basculer dans le domaine émotionnel de façon rapide, inattendue, et cela va nécessiter de sécuriser rapidement la relation et le discours en adoptant une attitude bienveillante, respectueuse et non intrusive. Bon nombre de nos rencontres se font avec des personnes présentant des troubles psychiques manifestes dans la rue ou que nous observons et qui nous sont signalés sur les lieux collectifs, des centres d'hébergement, les centres d'accueil. Hermétisme à tout contact, bizarrerie, attitude d'écoute, dissociation, discours délirant, interprétatif, pour générer agressivité et violence, ou repli et isolement total du groupe. Parfois, le patient a façonné son espace matériel et son territoire au regard de son vécu psychique. La maladie à l'air libre, sans lien, sans soin ni traitement. Il faut respecter ces espaces et franchir prudemment et respectueusement ces frontières matérielles ou invisibles. Pénétrer et évoluer dans ces espaces en tant que soignant n'est pas chose facile. Cela demande de la patience, de la régularité, une habileté relationnelle et un peu d'audace et de courage aussi. S'exprimer avec des mots simples et de manière claire. La frontière est passée, le territoire de la ville peut devenir un territoire où le soin a sa place. C'est à nous de le faire exister. La rue devient alors un cadre professionnel, un cadre de soins dans lequel nous avançons avec des repères qui lui sont propres. Dans une deuxième partie, la notion de frontière, elle m'a fait évoquer aussi la rue, la ville, la cité en fait qu'on connaît, qu'on pratique tous au quotidien. Et c'est vrai que j'avais, en travaillant sur cette équipe, une redéfinition de la ville, c'est-à-dire qu'on redécouvre la ville un peu sur le prisme de la précarité, par sûrement un peu des formations professionnelles aussi. Et on peut avoir l'impression d'une micro-société, d'un monde parallèle, qui sépare les personnes en grande précarité du reste de la société. Un monde marqué par des traumatismes précoces, des troubles psychiques ou psychiatriques, des addictions et une absence de cadre sécurisant. Certains évoluent dans une logique de survie permanente. Dans l'espace public, les repères habituels deviennent flous. La rue peut devenir un espace privatisé par la personne. Les SDF ont leurs habitudes, des squats, des campements, des accueils, des lieux de manche, des lieux d'alcoolisation, des lieux d'isolement, des frontières physiques à pénétrer, des univers avec leurs codes, leurs habitudes, leurs règles, ou, à l'inverse, une absence totale de règles, qui rend les plus fragiles très vulnérables. On entre également dans un univers où la notion de survie est essentielle. Assurer ses besoins fondamentaux, se nourrir, se protéger, prime sur tout, et l'espérance de vie est fortement réduite. À nous d'en tenir compte dans nos propositions de prise en charge. Inversement, on peut expérimenter ces frontières lorsque l'on accompagne les patients précaires vers les soins, c'est-à-dire hors de leurs frontières habituelles, à eux.
Les démarches, les rendez-vous, les salles d'attente, les codes sociaux, sociétaux. Ce qui nous semble simple et évident peut s'avérer très complexe, voire impossible à appréhender. La création du lien nécessite une relation impliquante du soignant dans la rue, tout en conservant une juste distance relationnelle et professionnelle. Un engagement personnel est nécessaire. Trop de rigidité, de distance, parfois rassurante pour le soignant, ne permet pas de rentrer en lien dans la rue. Certains imposent le tutoiement comme seul mode de communication possible. D'autres vont définir certaines règles, comme Yannick, qui nous demande de n'être en contact avec lui que lorsqu'il n'est pas ou peu alcoolisé, pour ne pas prendre le risque d'une agression qui viendrait mettre en péril notre relation précieuse à ses yeux. Bien souvent, le lien se tisse à travers une prise en charge sur mesure en fonction de notre évaluation de la situation psychosociale du patient, des demandes d'aide et ce qu'il va pouvoir formuler et préambule indispensable de la confiance qu'il va nous accorder. Bernard a 44 ans. Il est originaire du Nord-Pas-de-Calais où il a 4 enfants qu'il n'a pas vus depuis plus de 10 ans. Il arrive de Marseille, où il vit dans la rue depuis 5 ans. Il semble fuir cette ville suite à une agression. Aucune affaire, aucun papier. Il vient littéralement s'échouer dans un périmètre d'une centaine de mètres autour de la gare SNCF, au-delà duquel il ne montre aucune capacité à s'orienter. Il s'alcoolise massivement tout au long de la journée, rendant les visites le soir plus périlleuses. Il est couvert d'éruptions cutanées sur le torse et le dos qui le grattent et l'inquiètent et qu'il nous montre en apprenant que nous sommes infirmiers. Bernard accepte de nous suivre à Médecins du Monde, où lui sont prescrits et remis des antibiotiques qui vont le soulager et le guérir rapidement. C'est alors qu'il va nous investir fortement et de façon exclusive. Nous allons le voir régulièrement. Il refuse toute proposition d'hébergement, mais très rapidement et de façon constante et déterminée, il va nous demander de l'aide à débuter une cure en addictologie. C'est alors que nous allons commencer à entreprendre avec lui de nombreuses démarches depuis la rue. Démarches sociales avec notre assistante sociale, qui va lui réouvrir le RSA, on va s'occuper de sa carte d'identité, choses comme ça. On va lui prendre rendez-vous en addictologie. Et puis on va visiter un CHRS, donc un centre d'hébergement, avec promesse d'hébergement qui est nécessaire ou préalablement à une admission en cure. À l'hébergement, pas de cure, en gros. Pendant 1 mois et demi, Bernard va réussir à poursuivre ses démarches tout en continuant d'assurer sa survie dans la rue. Il agresse, il se fait agresser, il change plusieurs fois d'endroit, se fait voler le peu d'affaires que nous avions récupéré pour lui à la Croix-Rouge. Au fil de nos rencontres, le lien ne fera que se renforcer. Les rendez-vous seront fixés le matin à 10 h devant la gare et pas trop alcoolisé. Il ne va pas en manquer un seul. Bernard a finalement débuté sa cure qu'il a menée à son terme après 2 mois d'hospitalisation, puis ensuite a intégré un CHRS. En troisième partie, la notion de frontière, elle m'a bien sûr fait évoquer le travail qu'on faisait au niveau de l'équipe avec l'assistante sociale, Madame Boudjema, assistante sociale de l'équipe, dans la prise en charge des personnes demandeurs d'asile. Puisque parmi la population qu'on prend en charge sur cette équipe, il y a beaucoup de migrants, de plus en plus, depuis ces dernières années, et on a pris en charge quelques migrants sur cette démarche de demande d'asile. Et donc ça se passait en plusieurs étapes, on les accueillait et on écoutait donc leur récit et on mettait en place donc l'instruction du dossier. Et notamment, quelque chose d'important dans ce dossier, c'est le récit de vie. Donc, on prenait le temps avec les personnes pour qu'elles nous racontent leur récit. Donc, c'était un moment important, chargé en émotions, qui peut prendre plusieurs heures. Il faut un récit précis, un récit rigoureux, détaillé, en lien avec le pays d'origine. Puis, ensuite, le récit du parcours migratoire. Ensuite, ce dossier, il est envoyé à Paris. Donc là, il y a une nécessité d'accompagnement physique. Donc je me suis rendu, moi, plusieurs fois à l'OFPRA, donc pour un premier accompagnement physique, pour des personnes qu'on suivait qui sont souvent très désorientées avec la barrière de la langue, l'appréhension de se retrouver seul à Paris.
Suite à l'OFPRA, donc il peut y avoir un refus, possibilité d'appel suite à ce refus. Et à ce moment-là, on a travaillé avec une avocate spécialisée. Et donc l'appel est renvoyé devant la Cour nationale des demandeurs d'asile, la CNDA, où j'ai pu moi aussi me rendre plusieurs fois pour accompagner des patients. Dans cette CNDA, donc les statuts qui sont, enfin il y a trois solutions, en gros trois possibilités. Donc où la personne a un refus, où l'asile est accordé, et il y a également une protection subsidiaire, voilà, qui est différente de l'asile. La personne n'est pas réfugiée, mais on évoque des risques réels si retour au pays. Les passages de frontières sont multiples et périlleux. Les parcours marqués par de nombreux dangers. Donc ça, tout ça, c'est des choses qu'on nous a, voilà, qu'on nous a racontées, hein, que vous connaissez sans doute. Hein, donc des périodes avec de l'emprisonnement, du travail forcé, des trafics humains, du travail en Libye pour payer la traversée de la Méditerranée. Ces expériences laissent des traumatismes profonds, sentiments très forts et qui persistent à l'arrivée d'être un survivant, et une idée de l'existence à la vie à la mort. Beaucoup présentent également des séquelles physiques, des blessures, des cicatrices. De Conakry à la salle du tribunal de la CNDA, le chemin était long. Lors de ces audiences, la tension est palpable, et à l'image des enjeux et des attentes pour ces migrants demandeurs. Moi, personnellement, ça a été des moments assez forts. Hein. Les audiences de la CNDA sont publiques ou non et peuvent être éprouvantes. Les récits doivent être précis, cohérents. Les descriptions détaillées des violences subies peuvent être difficiles à formuler et nécessitent souvent la présence d'un traducteur. Voilà, on entend des récits très très durs. Lors de ces récits de migration, les passages de frontières sont donc multiples. Et au niveau de l'équipe, il y a une situation qui nous avait marqué. C'était un patient qu'on suivait qui a franchi beaucoup de frontières hein, pendant tout son parcours et la dernière qu'il a franchie, qui aurait pu lui être fatale, en fait, c'est la dernière, c'est celle qu'il a franchie entre l'Italie et la France. Et je fais court, mais en fait, il y avait un passeur en fait qui lui avait vendu un billet de train entre Vintimille et Menton ou Nice, enfin, je sais plus, mais bon voilà, donc il monte dans le train avec ce billet qui était un billet bidonné, hein, qui était pas donc avant même que le train ne parte, le contrôleur le fait sortir du train, hein, contrôle ce billet qui était un faux billet, le fait sortir du train, donc lui il va voir le passeur qui lui dit de monter entre deux wagons. Donc il monte entre deux wagons, le train part et là il est foudroyé en fait. Hein, il prend le courant, il prend le jus et il finit entre deux wagons inconscient, voilà, avec un état gravissime. Et ensuite ce parcours, donc il fait un parcours de soins très important. Il a des greffes. À l'audience de la CNDA, quand je l'accompagne, il a encore un corset pour ses greffes. Il obtient la protection subsidiaire. Voilà, c'est quelqu'un qui a été très courageux et combatif. En centre d'hébergement, bon, il a un comportement exemplaire, il apprend le français, il essaie de renforcer sa pratique de la langue et il entame une formation de carrossier. Voilà. C'était pour vous donner juste un exemple de ces frontières. Et en fait, ce qui nous avait marqué, c'était que finalement, la moins dangereuse, entre guillemets, c'est celle qui aurait pu lui être vraiment fatale. Voilà, il s'appelle Guillaume. Bon, j'ai une pensée pour lui. Et pour terminer, je voulais juste, par rapport au sujet de la journée et l'impératif d'humanité qui revient donc, tout au long de ces journées de la chair, il me semble que l'impératif d'humanité, donc le titre choisi pour illustrer ces journées, c'est bien lui qui nous guide et nous fait traverser ces frontières sans trop de difficultés finalement. Il nous oblige à nous adapter, à prendre le temps d'observer, de comprendre la personne accompagnée. Quand il n'y a plus trop de repères, quand on est hors des cadrages habituels du soin, c'est lui qui va nous guider. Voilà. Merci de votre attention.
Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci d'être présents pour cette donc dernière conférence de notre cycle. Et du coup, exceptionnellement, je passe de l'autre côté, non pas en tant que présentant, mais en tant qu'intervenant du terrain. Effectivement, comme le disait Jasmine en introduction, j'ai quelques casquettes. Je travaille en psychiatrie, je travaille également donc, en urgence somatique par le biais de mon contrat d'engagement à servir auprès du service de santé des armées. Je travaille notamment au service d'accueil d'urgence de l'hôpital de l'Aveyron. Et également, je suis infirmier volontaire à la cellule d'urgence médico-psychologique du département, ce qui me permet de voir en fait justement une approche de la question de la frontière dans le soin qui m'a sauté aux yeux quand on a questionné, en fait, quand on a commencé à réfléchir par rapport à ce sujet. Ce que je vous propose, c'est de vous lire un petit texte qui fait un amalgame de quelques témoignages du monde hospitalier, témoignages patients en l'occurrence, et de revenir là-dessus vis-à-vis justement de ces expériences-là. Je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans et aujourd'hui, je suis dans une chambre que je ne connais pas. Aujourd'hui, j'ai vu des dizaines d'uniformes, j'ai répondu 100 fois aux mêmes questions, j'ai traversé des portes d'ambulances, de tentes, de bâtiments, j'ai accepté qu'on me pique, qu'on m'examine, qu'on me scanne, j'ai traversé de nouvelles portes, découvert de nouveaux lits, vu courir des plafonds sur des centaines et des centaines de mètres, depuis des brancards bruyants. J'ai échangé avec des médecins, des internes, des externes, des infirmiers, des aides-soignants, dont certains je ne savais même pas ce qu'ils étaient d'ailleurs. Traversé encore des portes pour arriver ici, dans cette chambre, que je ne connais pas. La dernière fois que j'ai mis les pieds dans un hôpital, c'était pour ma mère, et ça ne m'avait vraiment pas paru si complexe. Ce monde ne m'avait pas paru si riche. De l'intérieur, cet endroit ressemblerait presque à une usine où de multiples lignes d'assemblage différentes se mélangent les unes aux autres et où nous serions les produits en fabrication ou en réparation. Chaque médecin, chaque infirmier me regarde, me manipule, donne son avis sur ce qu'il conviendrait de faire ou non. On me demande mon avis, bien sûr, souvent même, sur presque tout, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de ce qu'il convient de faire? Je suis un peu perdu, je suis un peu inquiet, mais je suis aussi assez fasciné par cette gigantesque petite ville. Ce que ces éléments qui ont été partagés par mes patients m'ont permis d'identifier, déjà dans un premier temps, c'est que la science pousse de plus en plus, notamment la science médicale, qu'elle concerne la psychiatrie ou la somatique, à une spécialisation des avoirs, à une spécialisation des approches. Et cette spécialisation, elle fait que nous sommes de plus en plus compétents dans nos domaines respectifs. Mais le contre-coup de cette réalité, c'est que ces différents domaines ont tendance à s'enfermer les uns par rapport aux autres. On le voit beaucoup en soins somatiques, c'est très présent. Le lieu justement de confrontation de ces différentes approches, de ces différentes spécialités, souvent, c'est le service d'accueil d'urgence, où il convient de dire de quel professionnel de santé spécialisé le patient, de quelle nécessité, de quelle spécialité le patient a besoin. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un patient qui nécessite de la neurologie? Est-ce que c'est un patient qui nécessite de la psychiatrie? C'est un grand débat perpétuel aux urgences. J'en passe pour la cardiologie et les autres problématiques, alors que la plupart du temps, les patients arrivent rarement avec un seul et même problème. On parle souvent de patients qui arrivent avec des comorbidités, des traitements déjà en place, des maladies chroniques. Et la question du coup de l'orientation du patient devient une sorte de petite bataille où se retrouve régulièrement le médecin urgentiste au centre à devoir plus ou moins imposer vis-à-vis de spécialistes réfractaires plus ou moins aussi une orientation qui lui conviendrait le mieux par rapport à la problématique du patient à l'instant T, au jour J. On voit aussi cette réalité au sein même de l'hôpital quand le patient est hospitalisé. Puisque si vous avez eu le malheur d'être hospitalisé pour une raison A, et que durant votre hospitalisation, il vous arrive d'avoir une problématique B, il sera peut-être assez difficile d'obtenir l'avis du spécialiste concerné par cette problématique B parce que vous n'êtes pas là pour ça à la base. Encore une frontière qui apparaît alors que vous êtes au sein de l'hôpital, vous êtes dans ce milieu de soins.
Et c'est une réalité qui, je sais, parle énormément à mes confrères et à mes consoeurs, infirmiers, infirmières, parce que dans notre profession, il y a une ligne directrice, un fil rouge, qu'on nous assène avec répétition durant nos 3 années de formation, qui est que notre patient, nous devons le prendre en charge dans sa globalité. Pour reprendre un mot savant que nous entendons en répétition, c'est la prise en charge holistique, qui considère l'intégralité de la question du soin, mais aussi l'intégralité de la question sociale et de la question de la relation également. Combien il devient difficile de prendre en charge un patient de manière holistique dans le milieu du soin, y compris en psychiatrie aujourd'hui d'ailleurs. Combien cela devient difficile quand justement le soin qui est appliqué dans le service dans lequel nous travaillons se spécialise, se perfectionne. Combien il est difficile de garder cette relation globale à nos patients sans même parfois s'en rendre compte. Personnellement, c'est l'expérience que j'ai auprès des urgences psychiatriques qui me permet justement d'avoir ce recul, puisque notre service, bon gré mal gré, fonctionne uniquement avec des médecins et des infirmiers, ce qui fait que les infirmiers s'occupent de tout ce qui n'est pas médical et prescriptible. Cela va de la relation de soins, cela va de la relation aux autres, de savoir si le patient veut ou non recevoir des visites, par exemple, très basiquement, l'organisation de ses transferts, de ses transports, l'organisation de sa situation sociale avec l'aide de l'assistante sociale des urgences, et évidemment tout ce qui est relais aux soins. On s'occupe de tout, de la mise en place des lits, la distribution des repas, jusqu'à l'administration des médicaments. Parfois, ça peut sembler un peu pénible, mais quand je vois justement à quel point c'est facile d'oublier certains éléments de la vie courante, certains éléments qui font partie de la relation au patient, qui font partie de son quotidien, quand je travaille par exemple au service des urgences, eh ben, je me dis que c'est pas plus mal d'avoir ce recul-là et de pouvoir nous rappeler que l'expérience du patient, c'est pas seulement les médicaments, c'est pas seulement le traitement de la maladie. L'expérience du patient hospitalisé, elle concerne tous les aspects de sa vie courante pendant qu'il est hospitalisé. La troisième expérience, en l'occurrence, elle concerne la cellule d'urgence médico-psychologique qui recoupe un peu le témoignage de Vincent sur la question de la frontière physique de l'hôpital, puisqu'effectivement, la CUMP, quand elle est déclenchée, ne se met pas en place dans l'hôpital. Très rarement, en règle générale, elle se met en place au plus proche d'une situation de catastrophe, ce qui nous sort de notre zone de confort, ce qui nous sort de ce qui nous sécurise dans notre pratique, et ce qui nous oblige à aller au contact de patients, de victimes en l'occurrence, qui sont dans une situation aiguë et qui nécessitent qu'on les écoute pour tout ce qu'ils ont à dire. C'est un peu la particularité de la psychotraumatologie, c'est que on n'est pas là pour, à proprement parler, soigner une pathologie. On est là pour accueillir la parole. Et la parole, elle peut être extrêmement riche, comme elle peut être extrêmement silencieuse. Et ça ne doit pas nous empêcher de l'accueillir de la meilleure manière pour la victime, pour lui permettre d'avoir cet espace-là de parole. Et on crée effectivement, comme le disait Vincent, une forme de prise en charge alternative à l'extérieur de l'hôpital. Et on crée un espace de parole avec nos victimes dans une dynamique toujours de soins, de protection, mais qui sort encore une fois de nos habitudes professionnelles. Ces éléments-là font écho à une autre frontière que j'ai pu, on va dire, dont j'ai pu avoir pas mal de témoignages, dont j'ai pu avoir pas mal d'expérimentations. Et ça recoupe encore une fois la question que traitait Vincent à la fin, la question de l'immigration, puisque, encore une fois, il y a des univers où on apporte du soin à l'extérieur de l'hôpital. Et ces univers, ils sont multiples. On les oublie un peu quand on est sur notre territoire, mais ces univers sont multiples. Et l'un d'entre eux, c'est justement l'aide aux populations qui est opérée par le service de santé des armées quand vous avez des opérations extérieures qui ont une base militaire française à l'étranger. C'est une pratique que quasiment plus aucune armée ne fait. L'armée française continue à le faire, mais le fait avec énormément d'attention justement à ce que cette action ne vienne pas poser problème par rapport aux populations locales,
parce que c'est bien beau de vouloir aider des populations là où vous êtes parce que vous avez les moyens de le faire. Mais si vous le faites sans réfléchir, vous êtes susceptible de modifier une dynamique qui peut être en place dans un village. Un exemple parmi d'autres, un chirurgien dentiste est dans une petite base à l'écart, dans un espace où il y a un village, justement, où il y a évidemment des problématiques dentaires, parce qu'on est sur une population qui n'a pas forcément accès à ce type de soins de manière régulière. Et là, deux questions se posent, c'est est-ce qu'on permet à ce chirurgien dentiste de venir en aide à ces populations et de quelle manière? La première question, c'est de savoir s'il y a déjà un soignant sur place qui s'en occupe, que ce soignant soit médical ou que ce soignant soit religieux ou autre, hein, parce qu'on n'est pas là pour déposséder justement la légitimité des personnes qui sont sur place, parce que nous, on finira par repartir à un moment donné. Et la deuxième question, c'est si on met en place des soins, quels soins sont à mettre en place? Parce que, pareil, on va repartir. Donc, si ces soins ils nécessitent une surveillance postérieure, il faut agir avec énormément de précautions. Tout ça pour dire que la frontiérisation du soin, elle ne concerne pas uniquement l'hôpital, même si elle est très présente dans l'hôpital. Et la frontiérisation du soin, elle est à considérer avec énormément de prudence. Parce qu'au final, le point commun de toutes ces expériences, si vous y réfléchissez, c'est que en fait, la frontière, elle est personnalisable au sens où la frontière, en fait, c'est une seule et même chose, c'est le patient. La frontière du soin pour un professionnel de santé, c'est le patient. C'est lui qui est à la confrontation des savoirs, c'est lui qui est à la confrontation des maladies, des pathologies, c'est lui qui est à la confrontation des professionnels, puisque c'est le seul qui sera confronté à tous les professionnels de sa propre prise en charge. Et c'est lui qui est confronté à la frontiérisation physique, qui va rentrer, sortir de l'hôpital, devoir le gérer d'une certaine manière et devoir articuler le soin par rapport à sa réalité qui lui est propre. Et c'est ici, c'est à ce point précis que pour moi, la question de la frontiérisation du soin, elle est à questionner sur la thématique de l'impératif d'humanité qu'on traite dans ce cycle de conférences. C'est que, vu que la frontière du soin universel, c'est le patient que l'on vient soigner, de quelle manière l'articuler, de quelle manière faire en sorte qu'elle soit la plus collaborative possible et la moins conflictuelle possible. Je vous remercie. Bonjour. Bon, mais super, merci pour la transition. Bon, je vais juste me mettre sur mon petit texte, mon petit écrit, et puis voilà, j'espère que ça sera audible et compréhensible. Merci de votre compréhension. Donc voilà, au moment d'ouvrir cette... Alors l'idée, c'était que j'ouvre la thématique, mais on l'a fait inverser, mais au final, ça tombe très bien aussi. Donc je suis allé puiser dans mes expériences et en fait il m'a venu vraiment les premiers instants face à une décompensation, des moments de crise intense voilà. Donc je suis parti de cette idée-là, de savoir comment, et on va rejoindre cette idée de la frontière du soin. Donc quand la rencontre se fait face à un autre dans la déstructuration de la crise, il est difficile, et je ne m'aventurerai pas ici à décrire en quoi consiste un effondrement psychique, tant c'est complexe, intense et polymorphe, mais il faut juste avoir à l'esprit qu'il est singulier par nature et doit avoir l'expression d'une altérité sans rétro-contrôle, et où le débordement est la règle, on va dire. Il nous vient alors comme une urgence, celle de poser un cadre, d'invoquer cette fameuse contenance que l'on use et parfois abuse dans notre confort de soignant. Ce cadre, on pourrait le nommer limite et même frontière. En un sens, elle est dans ma pratique du soin, celle qu'on appelle la juste distance, mais il nous oblige à endosser le rôle de frontière et en fait nous devenons frontières. Comme l'a théorisé Hildegard Peploe dans sa théorie des interactions, la fonction de soin évolue selon les besoins du patient. Nous ne faisons qu'accompagner les processus internes. Dans les premiers temps de la crise, il nous faut agir en réponse. Dans ce cadre-là, la chambre ou le pavillon de l'hôpital devient une scène de théâtre où le patient doit pouvoir s'éprouver et se redéfinir. Les sociologues parlent ainsi de la maladie comme d'une rupture biographique. Et le corps soignant devient alors une surface scripturale où se réécrit une nouvelle biographie.
Je me pose alors la question de la nature de cette frontière. Comment puis-je me la représenter? Il me vient à l'esprit le moi-peau d'Anzieu. Je le cite, par le moi-peau, je désigne la figuration dont le moi de l'enfant se sert au cours des phases précoces de son développement pour se représenter lui-même comme moi contenant les contenus psychiques à partir de son expérience de la surface du corps. Cela correspond au moment où le moi psychique se différencie du moi corporel sur le plan opératif et reste confondu avec lui sur le plan figuratif. La peau, comme le démontre Anzieu, vient tout à la fois faire l'expérience d'un dedans, d'un dehors et d'une zone de contact, qui devient le jeu de la différenciation. Elle rend compte de l'espace extérieur et aussi de l'espace intérieur. Il nous donne, et cela dès la naissance, une matrice de la construction psychique, un modèle du monde, le dehors, le dedans, la zone de contact. Nous nous formons avec cette architecture. Le monde n'est jamais une continuité simple. Les frontières viennent étayer nos perceptions et donner une perspective selon une double continuité. Comme des cellules qui ne se maintiennent leur intégrité qu'en respectant un rapport homéostatique, la frontière de la peau s'équilibre dans un double mouvement, deux projections de part et d'autre. Notre corps, réceptacle de notre intériorité, évolue dans l'espace et résonne de ce double écho. Et ainsi va notre psyché, qui elle aussi compartimente, cloisonne, structure nos perspectives. Catégories, champs, fonctions étayent nos réflexions dans un mouvement perpétuel d'enveloppe imbriquée. Comme le dit Marie-Joseph Bertini, le monde n'existe qu'en tant qu'il est perçu par nos sens. Or, c'est la saisie de la variation, de la différence, de l'altération du même que le monde surgit à la conscience humaine. Les ruptures de continuité, les associations, les diffractions, les oppositions, les changements, les mouvements, les oscillations, les instabilités forment autant de régimes du connaître dans lesquels voir et savoir se combinent inexorablement. C'est pour moi dans cet ordre que s'opère la clinique en psychiatrie. Je l'appelle maladroitement le dialogue des surfaces. Cette surface de contact qui nous permet la rencontre de l'altérité. L'autre se dessine dans ce qui nous échappe. Les mouvements psychiques violents en œuvre s'inscrivent sur cette surface. En ayant conscience que nous ne pourrons jamais saisir ni l'intensité, ni la justesse, ni l'étendue de l'être au monde, c'est bien à la frontière de l'autre que se construit le dialogue. C'est une frontière mouvante, elle se crée et se déplace en fonction des mouvements intérieurs et des postures de chaque intervenant. Selon les espaces que l'on choisit d'occuper, selon leur perméabilité ou leur rigidité, leur force ou leur douceur. Chaque variation déplace la frontière au gré des mouvements de la crise et de sa résolution, et elle réinstaure ainsi l'espace de l'intime. La frontière devient alors le lieu de la représentation d'un être au monde, où se joue l'altérité. L'altérité ne réside pas tant dans l'autre que dans son impossibilité même, en tant qu'elle n'est que pur échange, interaction infinie, non pas donnée de départ, mais donnée d'arrivée. C'est de Bertini. Ce dialogue devient un acte de création, total et muet, semblable à une danse contact. Les formes kaléidoscopiques opèrent et alimentent un dialogue instable, mouvant. Se crée alors un espace ludique, une toile pour un théâtre d'ombre où l'on se projette et on s'anime en même temps et au même endroit. Sur cette surface plane, c'est sur cette frontière que se crée la rencontre. En cet endroit où la fiction rencontre le voulu et l'inconscient pour définir des altérités réciproques. Jouer le jeu de l'ombre, accepter sa surface comme seule finalité de l'interaction devient alors une question d'éthique. Il s'agit ici de créer une frontière dont l'objectif n'est pas de cerner l'individu, mais bien de lui redonner un centre, où il sera à même de projeter ses propres frontières. Il existe là un dialogue entre le centre moteur de l'action et la périphérie, lieu d'expression du monde. Il s'agit donc, dans une éthique du soin, de restaurer des limites de l'espace d'agir, en préservant l'intime comme producteur et générateur d'un monde du dedans, en rendant possible un monde du dehors. En pensant l'altérité comme ce qui est sans cesse ce qui nous échappe, nous pouvons alors développer une éthique où le respect inconditionnel de ce qui nous échappe, désolé pour la redite, et le respect fondamental de l'intime doivent œuvrer en résistance à la toute-puissance soignante pour laisser se déployer un autre rempli de sa puissance d'agir et à même de produire des différenciations. Il nous oblige à n'agir qu'à la surface des êtres, à la frontière de l'autre. Ici, la frontière devient alors plus qu'une limite territoriale, mais bien un générateur d'espace.
Merci beaucoup à vous trois pour ces partages d'expériences cliniques très, très forts et singuliers. Je vais demander à Pauline Renter. Pauline, si tu veux bien être notre première répondante, Oui. toi qui es à la fois familière des logiques de frontières propres à l'institution psychiatrique, entre autres du point de vue de la défense du droit des patients. L'occasion aussi peut-être de rappeler les évolutions ces dernières années du cadre juridique de protection des patients et en quoi peut-être malgré ce, les logiques de frontières et de frontiérisation peuvent persister. Bonjour, merci. Alors moi, je m'appelle Pauline Renter et donc je suis avocate et sociologue selon les périodes de ma vie. Et ce que j'ai envie de dire, je vais juste rappeler 2-3 éléments sur le cadre, sur l'évolution des droits des personnes psychiatrisées. Et ensuite, je vais tout de suite rebondir sur les interventions qu'on a eues. Je voudrais rappeler qu'en France, on a à peu près, pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est des chiffres qui sont officiels, hein, on a environ 3 millions de personnes qui sont accompagnées par des services dits de psychiatrie, privés ou publics, un peu moins de la moitié dans le public. Et donc, ça fait à peu près 1,2 million de personnes qui sont accompagnées par des services de psychiatrie publics. Et à l'intérieur de ce grand groupe, de cet ensemble d'1,2 million, c'est pour que vous ayez quand même un ordre d'idée d'où je pars, moi, en tout cas, mon point de vue. Il y a à peu près un peu moins de 400 000 personnes par an qui sont hospitalisées dans des établissements spécialisés en santé mentale ou des services psychiatriques d'hôpitaux généraux. On a à peu près 380 000 actuellement personnes qui sont donc hospitalisées au moins une fois dans l'année, si on prend les chiffres 2022 et 2023. Et dans cet ensemble-là, si on redescend, on est à peu près à 75 000 personnes par an qui sont hospitalisées sans leur consentement, au moins une fois dans l'année, pour des durées variables. Voilà, 10 jours, 15 jours. Certains de mes clients, en tant qu'avocate, ça fait 16 ans, 17 ans. Bon, ça existe encore. Hein. Voilà, je redescends encore un petit peu plus. Donc là, on est déjà sur un ensemble assez grand. Hein. Si on ajoute à ces 75 000 personnes les personnes qui ont des soins obligatoires à l'extérieur de l'hôpital, on arrive à peu près à 85 000. C'est à peu près le nombre de détenus. Vous avez un ordre d'idée, on en parle moins que les détenus en général. Et pour finir mon petit tableau des statistiques, même si après on ne va pas parler de statistiques, sur ces 75 000 personnes hospitalisées sans leur consentement chaque année, on est sur 30 000 personnes en chambre d'isolement au moins une fois par an et 10 000 sous contention mécanique, donc attachées. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. On peut en déduire quoi? La plupart des personnes qui sont accompagnées en psychiatrie ne sont jamais hospitalisées. La plupart des personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie ne le sont pas sans leur consentement. Il demeure quand même un nombre important de personnes qui sont accompagnées sans leur consentement, en tout cas à qui on impose une hospitalisation, voire des soins à l'extérieur de l'hôpital. Voilà, ça c'est mon cadre général d'intervention en tant qu'avocate, puisque j'interviens quand on contrôle les mesures restrictives de liberté à l'intérieur de l'hôpital. Cela étant posé, vous avez parlé, c'est intéressant parce que vos interventions, elles se font écho. Moi, j'ai entendu donc plein de frontières différentes, les frontières physiques, les frontières culturelles, les frontières sociales, les frontières épistémiques, hein, des savoirs. Et j'ai retenu peut-être, moi, ce qui va m'intéresser, j'espère que ça vous intéressera aussi, c'est de poser la question aux intervenants, parce que vous avez tous parlé d'une certaine manière d'approche pour briser ces frontières, d'approche collaborative. Donc, ça va être une certaine posture quand on travaille dans la rue, ça va être une approche particulière quand on n'est pas dans son pays ni dans sa culture, bon, des approches collaboratives. Puisque le patient serait donc à la confrontation des soins et des frontières physiques, sociales, culturelles. Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui permet de construire des espaces qui sont des espaces d'écoute et qu'est-ce qui permet de déconstruire quelque chose qui est
très ancré dans le système de soins, mais aussi dans le système d'accompagnement social, qui a produit une immense dissymétrie entre le savoir professionnel et le savoir expérientiel des personnes qui sont accompagnées, sachant que quand on creuse un peu ces questions, on se rend compte que les professionnels aussi, ils utilisent un savoir expérientiel personnel. Hein. Il n'y a pas de frontière en fait stricte entre voilà, les usagers qui auraient un savoir expérientiel et des professionnels qui n'ont qu'un savoir professionnel. En fait, on a tous un savoir expérientiel du fait de son existence et de sa biographie propre. Et donc, moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, quelles sont les manières de favoriser ces espaces qui pourraient avoir pour objectif de resymétriser les savoirs. Et puis, j'ai envie de dire, là, vous avez parlé, j'ai entendu plusieurs fois, la crise, la décompensation, la rechute. Ça, c'est des termes qui sont propres au médical, voire au médico-social et au social. Comment, puisqu'il arrive que effectivement les personnes se voient imposer des soins, comment on crée des outils d'appui au consentement en amont ou en aval de moments dits de crise? Hein, votre champ lexical, c'est la crise, la décompensation, etc. Il y a d'autres milieux qui sont spécifiques à l'autosupport des personnes accompagnées. Ils ne vont pas utiliser ces termes-là. Ils vont dire, d'abord, ils vont peut-être dire plus crise existentielle que que décompensation. Ils vont utiliser le terme état extrême, expérience non partageable, etc. Il y a tout un univers et aussi un champ lexical qui va avec. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, s'il faut briser les frontières, c'est comment vous arrivez à créer ce dialogue, en fait, ces approches collaboratives. J'imagine bien qu'il y a un impératif d'humanité, mais c'est insuffisant parce que souvent, il y a des approches qui se revendiquent d'une humanisation des soins, mais ça fait longtemps, c'est pas nouveau. Et c'est d'ailleurs très heureusement que ça existe, mais l'humanité, ça suffit pas. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais savoir comment ça s'incarne dans vos pratiques professionnelles. Voilà. Est-ce que l'un de vous a envie de réagir? Par rapport à la question des frontières, en l'occurrence pour la question de la frontière épistémique et la collaboration dans les savoirs spécialisés, ce qui ressort de mon expérience, c'est que des espaces de confrontation n'est pas nécessairement considéré comme quelque chose de l'ordre de l'opposition, mais voilà, de la friction. Ces espaces, ils existent de toute façon, structurellement parlant, parce que, comme je disais tout à l'heure, le patient n'arrive jamais avec une seule problématique. Et ils sont facilement identifiables et on se rend vite compte qu'il y a justement le service d'accueil d'urgence. Souvent, c'est un grand espace de friction des savoirs et des compétences des différents professionnels de santé et de leurs différentes approches. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a différentes stratégies de la gestion de ces confrontations, justement, stratégies qui sont des stratégies actives, qui ne sont jamais des stratégies passives, parce qu'on s'est vite rendu compte que si on espère, on va dire, une collaboration passive de ces différents spécialistes, c'est assez compliqué s'il n'y a pas de dialogue. Et ça nécessite effectivement l'impératif d'humanité qui est censé en tout cas guider un petit peu nos valeurs soignantes qui sont censées être transversales ne suffit pas d'elle-même. Il faut mettre en place des stratégies de collaboration pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça passe déjà par identifier les espaces dans lesquels on a cette confrontation des savoirs et quand on n'a pas d'espace identifié, de les créer. D'un point de vue institutionnel, ce qu'on voit dans les équipes, enfin, dans les hôpitaux principalement, c'est la création d'équipes de liaison qui portent très très bien leur nom, puisque ce sont des équipes spécialisées dans des domaines précis qui vont dans les services, dans les autres spécialités pour pouvoir justement faire du lien vers les autres problématiques que portent les patients.
En psychiatrie, on a une équipe de liaison au CAP 48, qui est une équipe de liaison de psychiatrie qui va dans tous les services de l'hôpital somatique pour pouvoir aider les professionnels de santé somatique à accompagner les patients qui viennent ou qui développent pendant leur hospitalisation une problématique psychiatrique. On voit ça dans différents domaines assez spécialisés, assez particuliers. Je pense aussi aux équipes de soins palliatifs qui sont très, très régulièrement dans les centres de soins des équipes de liaison. Et en fait, on se rend compte que les patients qui se retrouvent dans des situations où ils relèvent du soin palliatif parce que leur état s'est dégradé, dans un premier temps, avant d'aller dans une institution spécialisée bien délimitée, en fait, on fait de leur situation une situation de soins palliatifs au sein même du service dans lequel ils sont admis. Ce qui se développe depuis quelques années, c'est ça. C'est un gain de souplesse dans la structure de l'hôpital qui est porté par cet impératif qu'il faut que le patient, justement, soit pris en charge pour lui-même. Et on a ça de côté soignant, avec ce gain en souplesse, ces équipes de liaison et de relations. Et on a aussi le développement, justement, de la prise en considération du savoir expérientiel des patients. Je pense notamment aux patients experts qui viennent nous relayer l'expérience patient ou accompagner des patients eux-mêmes dans des situations pour justement que leur savoir soit pris en considération et confronté activement au savoir expérientiel et professionnel et scientifique des professionnels de santé. Oui, par rapport à ce que vous demandez, moi je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que effectivement l'impératif d'humanité, ça suffit pas du tout en fait. C'est pas, enfin c'est bien, hein, mais ça suffit pas. On est d'accord. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans ma pratique là, oui, ça veut dire quoi? Alors, je dirais, moi, ce qui me semble intéressant, c'est vraiment de se mettre à la mesure de rencontrer la personne en fait, de pouvoir se mettre à la mesure de ce qu'elle est, à la mesure de ce qu'elle a vécu, à la mesure de ses difficultés et d'arriver à construire quelque chose à la hauteur de ce qu'elle peut espérer comme mieux-être, comme soulagement. Moi, je vois beaucoup, j'avais beaucoup ça en tête, moi, une espèce de soulagement. Des fois, la précarité, ça me faisait penser aux soins palliatifs. Moi, je faisais souvent ce parallèle parce que je me disais, il y a des personnes qui ont des vies telles qu'elles ont eues, hein. Donc ça c'est la réalité des choses et on peut parler d'apaisement, de soulagement et je trouve que c'est intéressant de prendre le temps de bien observer à qui on a affaire, de bien voir quelles sont ses limites, ses capacités, de ne pas proposer des trucs hors limite qui vont souvent mettre les gens en difficulté, mais de prendre ce temps pour arriver à avancer de manière peut-être pas trop spectaculaire, hein, parce que je pense qu'il faut remballer tout ce qui peut nous mettre en avant, tout ce qui est un petit peu spectaculaire, il faut l'oublier en fait avec ce public, hein. Il faut faire simple, il faut faire des petites choses, mais qui peuvent porter leurs fruits. Et ce temps-là, il est très important, il me semble. Après, ce que je trouve intéressant aussi sur ce genre d'équipe, c'est le fait qu'il n'y a personne qui va vous dire comment procéder, vous voyez, professionnellement. C'est-à-dire que nous, on est tous des professionnels. Quand vous êtes sur des équipes mobiles comme ça, il y a des budgets, hein, on met en place des équipes, voilà, mais il n'y a pas le mode d'emploi. Vous voyez, c'est-à-dire que personne ne va vous expliquer comment on se comporte, comment on va vers les autres. Ça, c'est quelque chose que vous inventez. Vous inventez des méthodes, vous mettez en place des choses en équipe, hein. On réfléchit beaucoup, on cherche, on s'adapte. Chaque situation est différente. Et je trouve que c'est très riche et très intéressant d'être sur ce genre d'équipe parce que justement, on est un peu hors des cadrages habituels. Voilà, on a des financements, on n'a pas le mode d'emploi, on le crée et en fait, on le crée, on y arrive, hein, on arrive à créer des méthodes, à travailler ensemble avec un psychiatre, un généraliste, une assistante sociale, un psychologue, chacun trouve sa place. Et puis, comme dit Laine, les prises en charge holistiques, c'est vraiment, moi, dans le domaine de la précarité, c'est vraiment ce qui a porté ses fruits. C'est clair, c'est que si vous avancez des pions
vous avancez le pion de la psychiatrie, le pion du social. Si vous avancez pas les autres pions en même temps, vous faites pas du bon travail, il me semble, enfin avec l'expérience. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir avancer tout en même temps. C'est des personnes qui ont des difficultés multiples et de pouvoir à la fois ouvrir les droits, à la fois travailler sur le logement, à la fois travailler sur les traumas, à la fois travailler sur un problème de foie, un problème de fracture. Ça, c'est ce qui fait que la personne va pouvoir quand même avancer. C'est ce qui me semble, après toutes ces années de pratique. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que ce que vous racontez, ça fait vraiment écho à, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la méthode, l'approche qui s'appelle Open Dialogue, qui a été inventée en Finlande il y a déjà 50 ans. Et un de leurs principes, c'est la tolérance à l'incertitude. Prendre le temps et la tolérance à l'incertitude. Et concrètement, les équipes qui sont formées à cette méthode-là, donc qui par principe ne sont pas des équipes qui sont en intra-hospitalier et qui vont à domicile en fait quand il y a des demandes et des crises existentielles au domicile. Un des principes, c'est qu'ils construisent l'accompagnement ad hoc, c'est-à-dire la personne qui a en premier lieu vent de la situation, elle va construire l'accompagnement, mais elle est hyper libre. Elle se dit, ah, ben là, ce serait bien qu'on demande à telle personne, tel professionnel. La personne qui est accompagnée à domicile, elle choisit aussi des proches de son choix. Il y a même un système, c'est carrément... c'est luxueux, mais pas. Enfin, en fait, au final, ça coûte pas plus cher, mais c'est luxueux au sens où il y a même un système comme un arrêt maladie pour les proches aidants, pour pouvoir être là le temps des réunions, s'il y a besoin de faire 5 réunions tous les jours pendant une semaine à domicile. Bon, c'est cette liberté de choisir l'accompagnement à géométrie variable qui fait drôlement écho à. En fait, comme vous êtes à l'extérieur, entre guillemets, vous faites un peu plus comme vous voulez. C'est ça l'idée, avec une difficulté supplémentaire, mais en même temps, vous avez plus de marge de manœuvre. Ouais. On ne fait pas n'importe quoi, mais l'idée qu'on puisse travailler sans on a des missions, hein, il y a des missions, il y a des textes, hein, il y a des décrets, il y a des missions, il y a de l'argent pour ça. Voilà. Après, dans la pratique, c'est des pratiques qui s'inventent en fait. Et c'est voilà, c'est des expériences à vivre ensemble, à vivre entre professionnels qui sont intéressantes. Et puis il y a les échecs, hein, mais c'est vrai que juste par rapport au soulagement, je me dis, quand je parle de soulagement, c'est-à-dire et des objectifs, c'est-à-dire que des fois c'est quelqu'un qui va boire 15 bières par jour, si elle arrive à en boire que 5, on est dans des petits pas, vous voyez, avec la grande précarité, on est dans des petits pas, et on est quand même soignant quand on arrive à faire ces petits pas. Et puis il y en a d'autres où les objectifs vont être beaucoup plus rentrer plus dans les standards professionnels, voilà. Mais c'est intéressant de pouvoir s'adapter au public, voilà. On va prolonger après l'échange, mais et merci effectivement de mettre en avant l'approche communautaire, qui est probablement, bien entendu, une des réponses et un des leviers à la diminution, voire à l'éradication des frontières dans le soin. Cédric, tu voulais réagir, Sylvain? Alors, vas-y, et après... Plus fort? Ouais. Il y avait un petit truc. Merci. Oui, donc voilà, puisque là, juste par rapport à, justement à l'intervention et des éléments, bon, il y a deux choses qui me semblent quand même importantes dans les processus de soins, comme ils sont faits, et qui sont dans ce texte-là, c'est la notion pour moi de rupture biographique. C'est-à-dire que c'est pas nous qui écrivons l'histoire. Il y a une discontinuité à un moment donné qui s'opère dans les moments. Alors j'aime bien ce que tu disais de moments non, soit de crise existentielle ou de moments non racontables. Je crois qu'il y a cette notion-là avec cette part en tout cas d'une vigilance à avoir sur l'intime de la personne, c'est-à-dire en termes de ce qu'elle est capable de produire, de son envie, de son histoire. Et dans les moments de vulnérabilité, je trouve parfois que dans nos pratiques, on ne respecte pas cela.
Et ça altère ensuite toute la capacité qu'il y a à pouvoir réécrire son histoire, à pouvoir se réemparer à l'intérieur. Et on a peut-être un défaut de vigilance sur ça, c'est-à-dire qu'une expérience hospitalière de crise ou ainsi de suite, qu'importe, alors est-ce qu'elle est faite à l'hôpital, est-ce qu'elle peut être faite ailleurs, elle reste traumatique dans sa forme dedans. Et il y avait quelque chose, moi, dans ma pratique des soins, qui était de ne pas considérer ça comme normal. C'est-à-dire que ce n'est pas un état de la normalité, ce n'est pas parce que c'est mon quotidien que ça devient une normalité. Ce qui est traversé à l'instant-là a toujours un statut d'exception, d'une certaine manière, et de quelque chose d'extrêmement fort pour ces personnes-là. Et parfois, nous, dans notre routine, dans notre usine, dans notre façon de gérer, on passe complètement, et on a des personnes qui partent, et après on les recroise, et elles ont l'ombre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, l'ombre de l'hospitalisation qui est restée là. Et peut-être que là, on a un travail aussi à faire pour donner la possibilité de pouvoir de retour, de reposer des questions, pour se réapproprier son histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aider à la personne à ce qu'elle puisse réécrire son histoire, mais il faut aller jusqu'au bout, même quand elle est stabilisée, qu'elle puisse revenir après, une fois pour revenir réquestionner qu'est-ce qui s'est passé durant l'hospitalisation. Voilà. Donc ça, c'est des axes qui, en tout cas dans l'état des lieux, nous pourrait le faire là-dessus. Après, il y aura d'autres choses, mais c'était juste pour rebondir. Merci Sylvain. Tu peux passer le micro à Cédric. Cédric, en tant que chercheur, anthropologue du politique et plutôt habitué aux questions de frontières sur un terrain géopolitique, et notamment dans les mondes arabo-musulmans, qui est moins familier de la question du soin en psychiatrie, mais comment ces questions-là résonnent de ton point de vue? Alors le micro marche, manifestement. D'abord, merci de m'avoir invité à cette discussion, et je trouvais que c'était très intéressant. Et moi, je voudrais revenir un peu sur une question conceptuelle, parce qu'il me semble que si le terme de frontière est très pertinent et très inspirant pour discuter de tout ce qui a été évoqué, je pense que ça peut être aussi un piège et qui peut nous faire déraper un peu comme une peau de banane. Et pourquoi? Parce que le terme de frontière, c'est un mot valise, comme dirait Bruno Latour, c'est un quasi-standard, c'est-à-dire que c'est un terme qui est à la fois suffisamment défini, mais suffisamment vaguement défini pour que tout le monde soit d'accord, alors qu'en fait, tout le monde parle de choses différentes. Et là, j'ai entendu plein de choses différentes et qui parfois n'avaient rien à voir avec les frontières. Et donc, si je peux me permettre, je voudrais vous suggérer aussi un autre concept, qui est le concept de seuil, qui peut être très intéressant, et moi que j'essaye de développer dans ma propre boutique, parce que en anthropologie, on parle beaucoup de frontières, mais on ne parle jamais de seuil. Et pourtant, dans le monde du quotidien, dans l'ordinaire, tout n'est pas ritualisé, tout n'est pas institué, et donc il y a beaucoup de bornages qui échappent aux frontières. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi de faire la différence conceptuelle entre frontières et seuil? D'abord parce que percevoir les différences entre ces différentes formes de bornage, ça permet de mieux comprendre pourquoi certains bornages sont vraiment rigides. En général, les frontières sont rigides, et puis on est puni quand on les dépasse. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus négociables, et qui ne sont pas des frontières. Ensuite, parce que les seuils et les frontières ne s'inscrivent pas tout à fait dans les mêmes régimes d'expérience. Et là, d'ailleurs, les uns et les autres, vous avez tous parlé de régimes d'expérience très différents. Ça va du corps, ça va des manières de parler. Donc on est dans des choses très très différentes. Alors quelle est la différence entre un seuil et une frontière? Une frontière, c'est une différence, une distinction, une rupture qui est discernée, discernable, mais c'est une différence qui est instituée. Et le fait de l'instituer, c'est très important parce que pour instituer quelque chose, il faut du pouvoir. Et donc on va le signaler à travers des formes de communication conventionnées qu'on appelle des symboles, mais un symbole, c'est pas quelque chose d'immatériel ou d'idéal, ça peut être le portail de Montperrin, ça peut être les gardes de sécurité de l'entrée de Montperrin, ça peut être une camisole de force, ça peut être une barrière, une signalétique, un coup de bâton, une balle, ça peut être mortel, un symbole. Et quand on rentre dans un terrain militaire, je pense qu'on ne rigole pas quand on n'a pas le badge, et là, la frontière, on la sent très très fort. Mais pour qu'elle persiste, au-delà de ces réponses et de ces modes de communication ponctuels, une frontière, il faut l'entretenir. Et c'est là où interviennent un ensemble de rituels, de règles, de pratiques qui viennent non seulement réinstitutionnaliser cette différence pour que les gens puissent la discerner, la reconnaître, il faut l'expliquer, organiser, voire contraindre les relations entre les parties.
hein, parce qu'une frontière, c'est fait pour organiser le monde, pour organiser des... C'est pas fait pour punir, c'est fait pour organiser la vie en société. Mais ces rituels, ces actions viennent aussi pour réparer les symboles matériels qui constituent les frontières. Un mur, c'est friable. Hein, on voit tous, d'ailleurs, il suffit de regarder Montperrin, la fac de Schumann à côté. Enfin, je veux dire, tous les murs sont friables. Les grillages rouillent, les barbelés aussi, les postes de douane, la signalétique. Je vous recommande un super bouquin de Denis et Ponty sur une petite sociologie de la signalétique dans le métro, où ils expliquent qu'en fait, les signes qu'on voit dans le métro ne sont pas du tout des choses, mais des flux d'action, parce qu'en fait, ils sont réparés en permanence, rafistolés, etc., etc., etc. Donc, ce dont on a l'impression d'être stable n'est absolument pas stable. Alors, on a évidemment plusieurs types de frontières. D'ailleurs, on les a évoquées tout à l'heure, des frontières territoriales, qu'elles soient administratives, des frontières statutaires. Il n'y a pas de frontières physiques ou pas physiques. Hein. Ça, je pense qu'il faut oublier cette distinction-là, ni réelle ou virtuelle. On a des frontières territoriales, on a des frontières statutaires, et puis on a des frontières entre des univers sacrés, profanes, on a des frontières entre des États aussi. Est-ce qu'on est fou ou pas fou, par exemple, hein? Il y a une définition culturelle, institutionnelle de la folie aussi. Alors les seuils renvoient à d'autres choses, par contre, et ça, moi, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup parce que, alors vous allez me dire, les seuils, ils ont beaucoup de choses en commun avec les frontières. Un seuil, c'est une différence qui est discernée, discernable. Elle est en général expérimentée collectivement. C'est rarement individuel. Mais le seuil se différencie de la frontière par un certain nombre de caractéristiques. Alors, première différence, c'est qu'il n'est pas clairement défini. Il n'est ni établi, ni capturé par un savoir ou des modes de communication symboliques. En tout cas, pas à tous les coups. Et pour cause, il n'est pas institué. Il n'est pas institutionnalisé. Il n'est pas défini à travers des modes de communication conventionnés, donc symboliques, dans un collectif élargi. Et il est parfois incertain. Un seuil, parfois, on ne sait pas où il est, en fait. On n'arrive pas à le localiser. Il me semble que dans les relations que les uns et les autres ont évoquées, il est plus question de seuil en devenir. Alors ça, c'est important aussi, c'est qu'un seuil est toujours en devenir. D'ailleurs, une frontière est en devenir aussi, le monde est en devenir. Mais c'est des seuils aussi qu'on peut négocier dans le cadre de relations de pouvoir, dans des relations collaboratives, plutôt que des frontières ou des statuts clairement définis. D'ailleurs, vous avez tous parlé de, là, on n'a pas. Alors, il y a les règles, mais au-delà des règles, on est bien embêté parce que les règles, elles ne couvrent pas grand-chose. Deuxièmement, le concept de seuil, c'est un concept qui m'intéresse parce qu'il renvoie également à l'idée de rapport ou de transformation. On sort donc de l'image d'un monde qui se caractériserait par sa fixité et qui aurait l'aspect d'une étendue, pour l'envisager à travers l'articulation de flux, d'actions, de courants, de mouvements, un peu comme dans la mer, où rien n'est stable. Et pourtant, dans la mer, il y a des forces, il y a des flux d'action, et on est bien dans un espace qui est constitué. Et le seuil évoque aussi un moment critique au cours duquel on a une variation d'intensité qui s'accompagne d'une transition ou d'un changement d'état dans le cadre d'un mouvement continu. Pensez au son qui peut être tolérable à nos oreilles, et puis si je me mets à parler comme ça devient intolérable, et là on passe un seuil de décibels. Pensez en termes de seuil aussi, ou aborder les seuils qui bornent nos espaces plutôt que de parler de frontières, me donne aussi, à mon avis, l'opportunité d'envisager les limites qui bornent notre monde comme des modulations dans des flux. Donc ce n'est pas des lignes, des barrières, ce sont des modulations. Mais aussi de problématiser aussi la question de la perception. À quel moment on perçoit le franchissement d'un seuil ou d'une limite? Est-ce qu'on le perçoit avant? Est-ce qu'on le perçoit pendant? Ou est-ce qu'on le perçoit après? En général, on le perçoit après. Et ce qu'on perçoit à travers un franchissement, quel qu'il soit, n'est pas une chose ou un étang, mais plutôt une transition. Donc encore une fois, c'est un mouvement. Et il y a Brian Massumi qui nous dit que on n'existe et on se sent exister que dans la transition. Je sais que je rentre dans un amphi quand je rentre dans l'amphi. Sinon, je ne me sens pas dans l'amphi. Je sais que j'ai froid quand je passe du chaud au froid, mais pas quand il fait froid. Donc c'est un rapport. Et c'est en faisant l'expérience de ces seuils qu'on réalise son passage d'un lieu à un autre ou d'un milieu à un autre. Et je dirais même que c'est parce que l'on passe un seuil que l'on sait où on est et que l'on est. Et d'ailleurs, dans la théorie de l'information, il n'y a pas d'information s'il n'y a pas de différence qui strie les flux qui composent ou qui décomposent notre monde. Mais alors comment est-ce qu'on va appréhender ou cerner ou saisir ou se figurer ces seuils? Lorsqu'on parle de frontières ou de seuils, évidemment, tout de suite,
viennent à notre esprit un ensemble de métaphores visuelles ou objectivantes, des lignes, des points, des aires, des éléments, des objectifs, des édifices. On est complètement pollué, ancré, conditionné par un imaginaire sédentaire terrestre et en plus géométrique. Vous allez en mer, tout ceci n'a aucun sens. Allez tracer une ligne dans l'eau, d'ailleurs il y a une expression qui donner un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien, quoi. Alors pourtant les seuils ne sont pas réductibles, donc les seuils ne sont pas réductibles à des frontières, à des figures géométriques, et plongés dans l'espace sensible que vous avez décrit, dans la gestion complexe des relations avec les patients, ou avec des usagers, ou avec des gens, des personnes, les seuils qui émergent, les seuils donc vous avez évoqué sans parler de seuils, vous parliez de frontières, en tout cas ces frontières semblent mal s'accommoder de la rigidité ou de l'imaginaire géométrique que porte le terme de frontière ou de frontiérisation. Et si seuil et effet de seuil ne se laissent donc pas capturer ou représenter ni délimiter par les appareils symboliques ni par les outils de vision objectivants qu'on a l'habitude de mobiliser à travers toutes ces figures imagées, c'est parce que ce sont des mouvements, des vibrations ou des flux. Alors il y a des gens, ça les fait paniquer de se dire qu'on est dans un monde qui est en vibration, dans un monde qui est un flux qui est sans arrêt en train d'advenir et que rien n'est défini et que rien n'est, tout advient, comme dirait Derrida. Alors comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne perd pas les pédales, il faut simplement changer de mode. Et le terme de mode, il n'est pas inopportun pour le coup, comme le dit François Laplantine dans un bouquin que je vous recommande qui s'appelle « Penser le sensible ». Je le cite, page 24, « Le modal suppose une attention au processus de transformation, aux temporalités des transitions, aux tonalités, aux intensités chromatiques sonores, ainsi qu'aux flexions du corps et de la pensée. » Donc, pour le suivre, et pour vous suivre aussi, Laine, Sylvain en ont parlé, je n'envisagerai pas les seuils ni les frontières dans un rapport d'extériorité au sujet. Si ces seuils et ces frontières existent bien en dehors de nous, ils ne se manifestent que lorsqu'on entre en enchevêtrement avec eux. D'accord ? On n'est jamais à l'extérieur d'une frontière. Il faut sortir de cette idée qu'on est des sujets dans un monde qui serait un objet et qui nous serait donné à voir. Donc, c'est le ressenti ou la résonance d'une modulation ou d'une transformation, comme je vous le disais tout à l'heure, un moment critique au cours duquel une variation intervient dans le flux de la vie, qui suscite l'expérience d'une transition, d'un passage, ou encore un changement d'état dans un monde en mouvement. Et comme le dirait le père Spinoza, on ne connaît le monde qu'à travers la manière dont il nous affecte. Et on ne connaît l'autre qu'à travers la manière dont il nous affecte. Il n'y a pas de relation sans enchevêtrement. Je ne suis jamais à l'extérieur, je suis toujours à l'intérieur. Donc je suis à l'intérieur d'un usager, comme l'usager est à l'intérieur de moi, ou la personne est à l'intérieur de moi, on est nécessairement enchevêtré. Et ça, ce n'est pas un truc postmoderne, c'est un truc qui remonte au 19e siècle. La théorie de la relativité, nous sommes tous dans le même enchevêtrement et nous sommes tous interconnectés. Simplement, ces connexions dépassent la dimension caricaturale à travers laquelle on peut penser la connexion. C'est pourquoi je vous inviterai donc à avoir une approche sensible. Le seuil, qui est toujours en devenir, se repère, se construit, se négocie aussi, collectivement. Mais alors quand on dit collectivement ou collaborativement, ça ne veut pas dire pas de relation de pouvoir. Il y a des gens qui travaillent sur l'anthropologie collaborative et qui montrent c'est extrêmement dur de sortir des relations de pouvoir. Elles sont toujours là, il y a toujours des rapports de force entre les gens. Ça ne veut pas dire que les uns sont méchants, les autres sont gentils. Mais il y a toujours des déséquilibres. Et donc, ces seuils, je pense qu'il faut les envisager à travers les ressentis intérieurs et les phénomènes spécifiques ou les passages, les changements d'état. Donc, il n'y a pas de frontière entre l'extérieur. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas de frontière entre chez moi et chez mes parents. Et d'ailleurs, plein de fois, un jour, je me disais, ça me fait du bien d'être chez moi. J'en avais ras-le-bol d'être chez ma mère pendant 15 jours. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je me sens chez moi tout d'un coup? Alors, ce n'était pas simplement parce que j'étais dans mon appartement, c'est parce que j'avais changé de mode d'alimentation, parce que je ne me réveillais plus tout à fait à la même heure, parce que je ne mettais pas en correspondance mon comportement avec ceux de mes parents. C'est-à-dire que j'avais changé de rythme de vie, j'avais changé d'ingestion, enfin, j'ingérais d'autres produits, je mangeais de trucs un peu moins gras, etc., etc. Et du coup, mon corps
se transformer. Donc là, le seuil, je l'avais bien senti, je le sentais, ce seuil de chez moi, mais je le sentais a posteriori. Et ça, c'est des ressentis corporels qui sont fondamentalement objectifs, là, pour le coup, hein, et qui sont objectivants sur lesquels on peut travailler. Et ce n'est pas simplement quelque chose d'individuel. Ces seuils ne sont pas simplement des ressentis individuels. En général, ce sont des ressentis qui sont collectifs. D'abord parce qu'on n'est jamais tout seul, on est toujours dans un collectif. Hein, et ces collectifs, ils impliquent des actants humains et non humains, mais la plupart du temps des humains de toute façon. Et ces seuils, on peut les repérer au bout d'un moment à travers les habitudes. C'est-à-dire pas nécessairement à travers des conventions en disant bah là il y a une règle, il y a un seuil, ce type là il est pas normal. Hein. On a des habitudes, on a une expérience, mais on n'a pas une expérience tout seul. Sylvain, ton expérience, tu l'as pas construite tout seul, tu l'as construite avec d'autres et tu l'as construite au contact avec d'autres, etc. Donc c'est des expériences qui se construisent dans des collectifs, qui se composent, qui se décomposent, etc. J'ai bientôt fini, hein. Mais non, mais parce que je veux pas trop prendre la parole, mais et donc ce sont des choses qui se partagent dans des univers collectifs, qui sont bien sûr, mais qui se composent et qui se décomposent parce que ça s'adapte en permanence au mouvement de la vie. Et ça ne se fiche pas nécessairement dans des conventions. Par contre, ça vient nourrir en permanence les imaginaires symboliques et les frontières qui constituent notre monde, parce que finalement, tous ces seuils, ils viennent bousculer un peu. Alors, pas nécessairement bousculer, parfois ils viennent donner de l'épaisseur aux frontières, parce que si on se sauve de Montperrin et qu'on est en résidence surveillée, bah là, on va se faire attraper et puis on va se faire enfermer. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais il y a peut-être des endroits où on n'a pas le droit de sortir. Hein, et des endroits où on a le droit de sortir. Et si on ne fait pas les bonnes choses, eh ben, on risque de se faire punir. Mais donc ces seuils, ces ressentis, etc., viennent donner une certaine épaisseur aux conventions. Donc les seuils peuvent être coextensifs parfois avec les frontières, parfois ils ne sont pas coextensifs avec les frontières, mais en tout cas ils sont enchevêtrés et articulés avec elles. Et parfois ils viennent les bousculer, ils viennent mordre un peu sur ces frontières ou ils viennent leur donner un nouveau sens. Donc seuils et frontières ne sont pas incompatibles, simplement ils ne relèvent pas nécessairement du même régime d'expérience, mais ils ouvrent sur une possibilité d'envisager le monde qui me semble beaucoup plus intéressante parce qu'on montre pour le coup la multiplicité des spatialités, la multiplicité des plans dans lesquels on peut se trouver, et surtout ce qui nous rappelle, comme dirait l'écrivain Patrick Sutter, c'est que les frontières ne sont qu'une expression ou une définition minoritaire du monde, un monde qui est strié par des milliers et des milliers et des milliards de seuils qui ne cessent de s'inventer, de se réinventer, de se composer, de se décomposer, de se territorialiser et de déterritorialiser nos milieux. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Cédric. Manon Vance, Manon, comment est-ce que justement dans ton travail artistique, dans ton travail théâtral, tu œuvres, il me semble, à ces franchissements collectifs de seuil? Oui. Comment j'œuvre à ces franchissements de seuil? Merci beaucoup pour cette question et merci à tout le monde ici pour ces interventions. Ça va, c'est un peu beaucoup de choses, mais c'est très, très intéressant d'entendre les échos entre vos différentes prises de parole et je suis très contente de prendre la suite ici. Pour te répondre directement, je ferai déjà quand même un petit détour dans le sens où j'ai l'impression que là, on manipule chacun et chacune à nos endroits différents des concepts qui permettent vraiment de penser ce qu'on fait, nos pratiques. Et ça, c'est vraiment très, très précieux de le faire ensemble et de croiser justement nos approches disciplinaires, etc. C'est déjà un franchissement de frontières. Et pour réagir juste très directement à ce que tu viens de dire, Cédric, moi j'aimerais bien quand même réinsister sur comment la frontière peut justement être un concept auquel se confronter aujourd'hui dans cette discussion et elle organise quand même nos mondes. Alors je suis d'accord avec le fait de réfléchir plus positivement avec la notion de seuil, mais on est quand même dans un monde politiquement très très polarisé autour de ces questions. Et ça, c'est indispensable pour penser comment on organise nos différents métiers aujourd'hui, les métiers du soin, les métiers de la pensée et ceux de l'art.
Donc, pour moi, oui, il y a des notions de franchissement, mais j'aimerais bien aujourd'hui juste essayer de clôturer un petit peu toutes ces discussions et après ouvrir la discussion sur comment mon expérience aussi au 3 Bicef, en tant qu'artiste en résidence qui suis venue dans différents contextes, des résidences, des sessions, qui est aussi effectivement été en intervention au SPAD et à l'unité de soins dans la maison d'arrêt de Luynes. Comment ces différentes expériences, elles ont questionné, disons, nos présences. Je dis nos, je parle un peu au nom de la communauté d'artistes de scène et d'art visuel qui fréquente et a fréquenté le 3 Bicef. Comment justement se retrouver en résidence dans un espace comme le 3 Bicef au centre de Montperrin fait de nous des corps frontières, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas nous positionne à un endroit très particulier dans nos pratiques et nous fait côtoyer toutes ces questions que vous avez soulevées chacun avec vos expériences. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais bien essayer de réfléchir avec vous aujourd'hui pour aussi justement aller vers des prolongements peut-être pratiques sur comment aussi on peut s'appuyer sur des concepts pour développer nos collaborations. Donc du coup, ce que je me dis déjà dans un premier temps, c'est que le théâtre aussi repose sur un ensemble de frontières. Tu viens de dire qu'effectivement la frontière a ceci de particulier qu'on est puni si on la franchit. Je me demande si on peut être puni au théâtre si on franchit des frontières. Pas forcément, mais peut-être, oui, voilà, peut-être. On n'est pas rappelé, oui, c'est ça. On est parfois chassé, ouais. Ah oui, alors quand on est artiste, mais je parlais aussi d'un point de vue du spectateur ou de la spectatrice. Donc le théâtre, c'est une frontière entre la scène et la salle. C'est aussi même très concrètement en termes de machinerie et de technique théâtrale, on organise tout le temps et on désorganise parfois des frontières avec les pendrillons, avec la lumière. La lumière fonctionne aussi comme ça, en tout cas telle qu'elle est pratiquée majoritairement dans le théâtre. On n'arrête pas de couper et de découper, de zoner, on dit, en frontière, en lumière. Quand on fait des réglages lumière, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, mais ce qu'on fait, c'est qu'on coupe et qu'on découpe. Donc vraiment, on trace des zones. On peut aussi évidemment décider d'abandonner cette logique-là en éclairage, mais quand même, c'est un des piliers de juste l'organisation du lieu théâtral qui est un dispositif de regard. Et évidemment, l'acteur ou l'actrice est aussi un corps qui se situe à la frontière entre le jeu, le non-jeu. Qu'est-ce qui fait partie qu'est-ce qui appartient au jeu, qu'est-ce qui n'y appartient plus. On est en permanence aussi en train de travailler sur ces charnières-là quand on est au plateau ou qu'on est en regard du plateau. Vous aussi, en tant que public, vous le savez peut-être même pas, mais je veux dire, vous êtes en permanence aussi en train de mesurer ces états-là. C'est vraiment très, très inscrit dans nos expériences de spectateurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez d'où vient le fait d'applaudir à la fin d'un spectacle. En fait, on applaudissait au 19e siècle pour faire sortir du corps de l'acteur les différentes possessions qui s'emparaient de lui. Comme si vraiment le fait d'applaudir allait pouvoir chasser les esprits qui avaient possédé le corps d'un acteur qui nous a transmis quelque chose une intensité particulière pendant une représentation. Donc il y a vraiment une présence du spirituel là-dessus, en disant finalement le corps de l'acteur, il est littéralement traversé et traversant. Il se situe lui-même à une frontière entre le visible et l'invisible, entre le réel et l'irréel. Et ça, il y a beaucoup de metteurs en scène aussi qui l'ont pensé et artistes différemment. Je pensais, en vous écoutant, quelqu'un a parlé de passeur. Il y a un metteur en scène comme Claude Régis qui a beaucoup insisté sur le fait que l'acteur était un passeur. Un passeur entre un texte et un présent de la représentation, entre des mots et une assemblée, entre l'instant présent et l'instant passé de l'écriture, et le corps du spectateur et le corps de l'acteur, etc. Donc vraiment, c'est un ensemble de flux, ouais, pour te reprendre, qui est très, très important quand on fait du théâtre. Et je vais venir du coup à ta question. Moi, j'ai l'impression que justement, quand on arrive dans un espace, donc là, je parle plus directement de l'espace du 3 Bicef dans l'hôpital Montperrin, quand on arrive dans ce type d'espace assez particulier, on a une expérience différente et on a une exigence différente de comment, justement, nous,
artistiquement, va se situer à l'intersection de différentes frontières. Donc celle classique entre le lieu théâtral et son extérieur, mais celle moins classique ici entre un lieu théâtral et un lieu qui n'est pas tout à fait l'espace public, voire pas du tout, qui est celui de l'espace hospitalier. Et donc, je dirais que moi, l'expérience que j'ai eue en venant ici, et pour mettre aussi en perspective en allant en prison, c'est celle de re-questionner toujours un petit peu ces différentes lignes de démarcation. Et je pense qu'on pourrait dire que cette pratique que j'ai, je ne peux pas la généraliser vraiment un peu à tout type de contexte, mais si je parle vraiment de ici, il y a aussi, ça influence, ça nourrit très très différemment justement comment nous on fait du théâtre et comment on se situe en tant qu'artiste. Est-ce qu'on est forcément plus poreux, plus, disons, quelle posture on peut avoir nous quand on arrive ici. Je reprends aussi ce que tu as dit, Laine, sur ton expérience dans des terrains militaires à l'étranger, etc. On arrive et on va repartir. Donc, on est là temporairement, contrairement un peu à toutes les personnes qui nous entourent, en fait, que ce soit les équipes du 3 Biceps, les équipes de Montperrin ou les personnes qui résident à l'hôpital et qui sont usagers de ces services. Je ne dis pas que tout le monde est là pour toujours et nous pas, mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effet quand même d'intervention qui est plus temporaire et de résidence en soi. C'est ça que ça veut dire. On réside pour un temps donné et puis après on repart. Et avec quoi on arrive, avec quoi on repart, qu'est-ce qu'on fait aussi justement de tous ces espaces de rencontres qui sont organisés par le lieu, donc la tisane du matin, les sessions qui s'organisent du coup entre le public extérieur, le public de l'hôpital, les équipes en création. Et qu'est-ce qu'on fabrique dans ces espaces-là? Est-ce que justement on arrive à transpercer ces frontières ou pas? Et qui renseigne qui dans ces moments-là? C'est-à-dire, est-ce que nous, en tant qu'artistes, on arrive pour justement proposer dégommer le cadre, faire s'effondrer justement les différentes barrières qui existent très concrètement dans ces enceintes-là, dans ces lieux très, très organisés et voire d'enfermement? Est-ce qu'on arrive en ayant cette capacité-là ou est-ce que c'est justement nous, en étant dans ces lieux-là, qu'on se fait questionner et qu'on redéploie nos propres frontières mentales? Et alors, je vais prendre un exemple assez parlant là-dessus, que j'ai déjà raconté à plusieurs personnes du 3 Biceps, mais je vous le raconte parce que pour moi, c'est vraiment très, très parlant. Nous, quand on était en résidence l'année dernière sur le spectacle en création Arcane, on a fait plusieurs sessions, on a participé aux tisanes du matin avec certaines des patientes qui étaient dispo, qui étaient là. Et puis à un moment donné, on répète l'après-midi et c'est vrai que on a laissé ouverte la porte de la salle, frontière physique s'il en est. On laisse ouverte cette porte et on est en train de travailler avec deux personnes de mon équipe, une comédienne, une scénographe et moi. Et puis il y a une personne qui arrive et qui demande à assister à la répétition et donc on lui dit oui. Donc il se met dans les gradins et il nous regarde répéter. Et en fait, c'est vrai qu'en plus on répétait un passage du spectacle où c'est le début du spectacle et on s'adresse, la comédienne qui joue s'adresse directement aux gens, au public, et donc pose des questions. Et là, tout repose de manière plus conventionnelle sur l'idée qu'elle va poser des questions, mais comme on est au théâtre, les gens ne vont pas lui répondre. Frontière invisible et pourtant ultra concrète sauf si on est face à un public jeune, d'enfants, généralement les gens ne répondent pas. Sauf que là, la personne qui s'est mise dans les gradins répondait. Donc première transgression, et ça nous a déjà un peu fait travailler, en même temps perturber, les deux en même temps. Et deuxième transgression, on continue à répéter, etc., tant bien que mal, parce que quand même c'était un peu perturbant. Et la personne qui était dans les gradins, donc du coup à un moment, descend les gradins très vite, dévale la pente, et enfin je dis ça, c'est pas immense comme pente, mais quand même, et fonce sur le plateau, et d'un coup donc franchit la frontière et commence à ramasser des objets imaginaires, en disant qu'il avait vu des choses sur ce plateau et qu'il fallait qu'il s'en empare.
Et donc là, c'est vrai que ça nous a toutes les trois mis dans un état de, je dirais pas sidération, c'est un mot très fort, mais en tout cas, en fait, on était désemparés parce que la frontière venait d'exploser sous nos yeux et de manière pas du tout classique, pas du tout conventionnelle, pas du tout préparée, pas du tout organisée par nous, en fait. Mais en fait, oui, organisée par nous, puisque finalement, ce qu'on propose dans ce début de spectacle, c'est de casser le fameux quatrième mur. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, le quatrième mur, c'est un concept de Diderot pour parler d'une frontière invisible entre la scène et la salle. Et ça pose des questions d'adresse. Enfin, voilà, je referme cette parenthèse. En tout cas, oui, il avait fait passe-muraille, cette personne. Et donc, du coup, en étant dans notre espace de jeu, il nous a mis, nous, à l'arrêt et en réflexion sur ce qui était vrai ou pas vrai, réel ou pas réel. En effet, il allait ramasser des sabres, en fait, si c'est ce qu'il nous a dit. Il n'y avait pas de sabre sur ce plateau, mais en même temps, nous, on avait un bout de polystyrène qu'on appelait un rocher. Donc, on s'est dit, est-ce que nous, on est plus habilité à faire de cet objet-là un rocher que lui à faire d'une cuillère par terre un sabre? Non. Donc, du coup, ça a vraiment, disons, fait revenir très, très fort et très, très concrètement à la question du réel dans notre travail et de notre positionnement par rapport à ça. Et ça a eu aussi des questions, je vais m'arrêter après, des questions vraiment très concrètes aussi sur notre posture. Et c'est pour ça que là, il a été question de posture pas mal avec vos interventions aussi de terrain. Et moi aussi, je parle de ce terrain-là, c'est-à-dire comment nous, on se positionne. Est-ce qu'à ce moment-là, on partage quelque chose avec la personne? Est-ce qu'on n'est pas en posture de soin, mais on est en posture quand même de partage. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de ce moment-là pour notre travail, puisqu'on est venu quand même ici pour quand même travailler ce spectacle, pas pour juste vivre des expériences propres au lieu, mais avec quoi on repart et qu'est-ce qui est prioritaire, justement, qu'est-ce qu'on fait passer en premier? Est-ce que c'est ce type de moment-là qui va après réorienter tout ce qu'on est en train de faire, alimenter le jeu, ou au contraire, est-ce qu'on passe par-dessus et on continue comme si de rien n'était? Enfin, la réponse est un peu dans la question. Donc voilà, je voulais juste amener ces visions-là et c'est très rapide, on pourrait développer, mais avec aussi le travail en prison qui a été aussi très très riche sur ces aspects. Mais je pense que moi, je théorise pas d'avance ce qui peut se déplacer, comment déplacer les frontières. Est-ce que oui ou non, c'est le rôle de l'artiste et la capacité, quelles sont nos limites aussi à nous émotionnelles là-dedans et un manque de formation aussi, de préparation parce que l'épisode dont je vous parle, il nous a aussi pas mal affectés. Donc, comment on se prépare, où on est accueilli dans ces éventualités-là, dans un lieu comme ici. Mais en tout cas, c'est juste que sans vouloir le préconcevoir à l'avance, j'ai l'impression qu'on est en permanence et en particulier ici au 3 Bicef en contact avec ces questions-là et qu'elles peuvent permettre vraiment de, après, mettre en place des protocoles. Enfin voilà, on s'est vraiment posé des questions concrètement. Comment on fait pour réagir à tout ça? Voilà. Merci beaucoup Manon, et ça rejoint effectivement beaucoup de choses qui ont été dites, hein, à la fois les questions des mondes parallèles dont parlait Vincent, la question d'expériences différentes à travers des ressentis d'expérience ou des questions de frontières de langage dont parlait Pauline, et effectivement sans doute la brèche qui s'ouvre quand des zones liminaires entre les mondes peut-être s'ouvrent à travers effectivement gestes artistiques ou expériences liées à la perception ou aux soins d'ailleurs. On a un temps, je pense, très court d'échange, puisque je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il n'est pas loin de midi, -5. Est-ce que peut-être déjà certaines d'entre vous ici souhaitent réagir, répondre, être répondant à nouveau, avant de prendre d'éventuelles questions dans l'Assemblée? Alors, je vais vous amener, je ne sais pas si le micro fonctionne, je vais vous... Attendez bien qu'on vous amène le micro. Celui-là, il marche aussi, hein.
Moi, je voulais savoir ce que vous pensez, peu importe quel intervenant, de la question du diagnostic en tant que seuil ou en tant que frontière et comment on travaille avec au quotidien, comment les patients peuvent s'en emparer, comment on travaille là où il est pas toujours défini, où le patient peut être en attente de quelque chose d'un peu clarifié, ou parfois à l'inverse, on catégorise d'une manière qui est parfois peut-être trop rapide parfois et qui enferme aussi dans un espace défini. Je pense que là, vous parlez du diagnostic plutôt psychiatrique. Alors après, c'est dans les éléments de médecine somatique moderne, c'est quelque chose qui peut de plus en plus s'appliquer parce que le diagnostic somatique qui était quelque chose d'assez arrêté, qui dépendait de critères assez fixes, dans la réflexion médicale des années 90-2000, c'était envisageable. Aujourd'hui, ça devient un peu plus flou sur certains aspects, notamment de maladies chroniques. Euh, à mon sens, pour moi, par rapport à mon expérience, le diagnostic, en psychiatrie en l'occurrence, mais aussi ailleurs, c'est un outil de communication. Plus en psychiatrie encore qu'ailleurs. C'est-à-dire que tel que je l'envisage, notamment en psychiatrie, c'est un outil de communication qui est d'une part à destination des professionnels de santé, parce qu'en fait, le DSM, hein, pour ne parler que de lui, donc le manuel des diagnostics, ou la CIM, pour les, les européophiles parmi nous. Mais du coup, effectivement, cette Bible des diagnostics, le DSM le dit très bien dans son introduction. Le DSM, il l'introduit en disant ce livre est un outil dans lequel on a fait un choix de mettre en place une catégorisation des pathologies par rapport aux signes apportés par les patients. Mais c'est un choix arbitraire qui n'est pas nécessairement une traduction fidèle de la réalité. C'est un outil de travail et c'est un outil de travail qui, de mon expérience, déjà est à destination des professionnels de santé pour qu'on ait tous plus ou moins, on va dire, un discours, c'est-à-dire une langue commune qu'on peut utiliser pour pouvoir assurer en fait une continuité, une certaine forme de rationalité des soins dans le parcours du patient, même si le patient change de professionnel, puisqu'il va changer de professionnel au décours de son parcours de soins. Et ça peut être aussi un outil, et ça pour le coup c'est de l'expérience patient, on le reçoit assez souvent, c'est le fait d'avoir un diagnostic, le fait d'avoir l'identification, on va dire, institutionnalisée de sa pathologie, c'est quelque chose qui chez beaucoup de patients, pas tous, a une certaine forme, engendre une certaine forme de réassurance. Ça leur permet de pouvoir s'identifier, de pouvoir voilà, de pouvoir se rassurer déjà sur le fait que les personnes qui vous prennent en soin bah, savent ce qu'ils font, puisqu'ils savent identifier ce que vous avez, et en même temps que du coup, si c'est quelque chose qui est identifié scientifiquement parlant, si on a un mot pour le désigner, on a certainement des moyens de le prendre en charge. Là où il y a un revers de la médaille, et on le voit beaucoup dans le développement des troubles de la personnalité, plus récemment dans la psychiatrie, c'est qu'on a des patients qui, du coup, dans cette dynamique de vouloir se réassurer, s'enferment dans un diagnostic et construisent des éléments pathologiques vis-à-vis de ce diagnostic et en fait reproduisent des comportements qu'ils reconnaissent dans ce diagnostic parce qu'ils en font un outil identitaire, involontairement, hein, mais du coup ça devient une problématique alors que c'était un outil pour pouvoir leur permettre de se rassurer sur le fait qu'ils peuvent être, on va dire, en rémission de la pathologie pour laquelle ils sont venus. Donc, à mon sens, ça rentre un petit peu dans la dynamique dont on discutait des seuils, parce que du coup, c'est un élément qui vient, on va dire, c'est quelque chose qui a fait l'objet de recherches entre professionnels pour pouvoir identifier, pour pouvoir donner des noms aux choses, mais c'est plus un outil qu'autre chose, et c'est un outil qui, et on revient sur la dynamique de tout à l'heure, se doit d'être évolutif dans le temps, parce qu'il se doit de s'adapter à ce que les patients nous renvoient et à l'évolution des pathologies, notamment dans la psychiatrie, qui sont intrinsèquement liées à la dynamique sociale, socioculturelle et aux représentations sociales de la pathologie mentale. Euh,
Je voudrais juste intervenir sur la question du diagnostic. Normalement, une maladie, c'est censé être défini médicalement par une étiologie, même si elle peut être probabiliste, une symptomatologie, un pronostic et des options thérapeutiques. C'est normalement à peu près la définition commune. Bon. Ça fait quand même plusieurs années qu'en psychiatrie, c'est compliqué de considérer que c'est fiable, hein, les diagnostics en psychiatrie. Hein, c'est aussi pour ça que les DSM évoluent. Vous avez dit le diagnostic, c'est un outil de communication et que ça peut générer de la réassurance. Alors, ça génère aussi énormément de stigmatisation, énormément d'auto-stigmatisation. Et surtout, c'est globalement peu fiable. Sur l'aspect description clinique, puis pronostic, hein, quand on parle de chronicisation, de chronicité, alors qu'il y a des études concurrentes, maintenant elles sont quand même reconnues sur le fait qu'on peut tout à fait se rétablir de ce qui avait été diagnostiqué comme une schizophrénie. Du coup, moi, je suis un peu embêtée quand on dit ça, parce qu'en fait, ça dépend tellement de la manière dont les gens choisissent ou non de s'approprier un diagnostic. Pour certains, c'est un soulagement. Ils disent, ah ben on sait ce que j'ai, on va me proposer quelque chose. Et pour d'autres, comme le diagnostic charrie avec lui tout le reste, c'est-à-dire un destin social unique du type, en fait, vous ne pourrez pas travailler, il vaudrait mieux demander la hache, et surtout, si vous travaillez, ce ne sera jamais en milieu ordinaire. En plus, c'est faux, enfin, c'est scientifiquement faux d'annoncer, enfin, que ce soit. Sauf que c'est ça, en fait, qui est aussi charrié par un diagnostic. Moi, je trouve ça très... voilà, il faut aussi avoir conscience que le diagnostic, ça peut aussi être ça. Et puis surtout, il y a autre chose qui est important quand même de poser, c'est qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément un diagnostic, et pourtant ils vont être en voie de rétablissement, ils vont trouver des stratégies de rétablissement. Donc le diagnostic n'est pas forcément indispensable. On se demande parfois si les conséquences sociales du diagnostic ne sont pas plus délétères que le diagnostic lui-même. Donc voilà, je voulais juste apporter une petite atténuation. Alors, c'est intéressant ce que tu disais. C'est vrai que pour moi, le diagnostic, ça peut être une borne biographique. Ça peut en être une si à un moment donné, elle est posée comme telle. Et je pense que c'est la façon dont c'est posé. C'est-à-dire que si c'est posé avec tout le savoir et la différence de savoir médical dans un moment de faiblesse, ça ne donne plus du tout la valeur qu'il pourrait avoir. C'est dans la solidité même de ce diagnostic-là et dans toute la force qu'on met dedans qu'on crée des enfermements. En revanche, elle peut être une borne, mais cette borne, elle doit être à la disposition de chaque personne de pouvoir s'en emparer ou pas, d'en faire qu'est-ce qu'il veut et de pouvoir le redéfinir. Et nous, qu'on ait conscience que cet outil-là n'est pas un outil absolu, parce que sinon, on transmet cet absolu en même temps. Si on n'a pas cette conscience-là, on la transmet et elle vient directement impacter et créer l'autostigmatisation en plus de notre propre stigmatisation. Voilà. Ouais. Ouais, alors, oui. Sur la question de est-ce que le diagnostic est au niveau du seuil ou de la frontière, en fait, j'ai envie de dire ça dépend quand et de quelle dynamique. C'est-à-dire que, alors moi je suis pas médecin et je ne fais pas de diagnostic, mais j'ai lu un livre que j'aime beaucoup, que je vous recommande, s'appelle The Body Multiple de Anne-Marie Moll, qui est une Hollandaise et qui a travaillé sur une clinique qui travaille sur l'artérosclérose. Et ce qu'elle a essayé de faire, c'était pas de savoir ce qu'était l'artérosclérose ou quand on pouvait dire qu'il y avait artérosclérose, mais comment est-ce que les uns et les autres diagnostiquaient justement l'artérosclérose ou incarnaient l'artérosclérose. Et dans cette incarnation, donc elle parlait plutôt d'incarnation que de diagnostic, donc elle parlait des patients, de leur attitude, elle parlait du généraliste, du clinicien, de l'angiologue, du chirurgien, du biologiste, etc. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est que quand on pose la question du comment, la réalité se multiplie.
Et ensuite, tous ces spécialistes se réunissent les uns avec les autres, et je pense qu'en psychiatrie, ça doit être à peu près la même chose. Et tout le monde parle de réalités différentes et est pris dans des réalités différentes. Et quand je parle de réalité, c'est-à-dire c'est des relations différentes avec le patient, c'est des dispositifs cognitifs différents, c'est tout un ensemble de choses qui sont différentes, des codes qui sont différents. Et donc déjà, on est là plutôt dans quelque chose de relativement incertain, puisqu'il n'y a pas d'expérience commune qui est déclarée. Donc à ce moment-là, on est encore dans le repérage d'indices, de qualisignes, de ressentis, de choses comme ça, qui sont pour le coup pas nécessairement conventionnés. Et au bout d'un moment, quand le diagnostic est établi et collectivement défini, là pour le coup, on arrive dans un accord autour de conventions collectives. Alors pas des conventions collectives entre syndicats, mais des conventions collectives symboliques. C'est-à-dire, on va dire, cette personne est bipolaire ou elle n'est pas bipolaire, elle est schizophrène ou elle n'est pas schizophrène. Et là, effectivement, là, on donne presque un statut à la personne. C'est-à-dire que, et là, on rentre dans les formes de discrimination, de discrimination pas dans le sens négatif, mais de différencier par des moyens symboliques, mais qui peuvent être extrêmement lourds de conséquences. Hein. Je veux dire, mais c'est clair. Non, mais je veux dire, le symbolique n'est pas quelque chose comme je disais, d'immatériel. Et là, effectivement, on est dans quelque chose qui vient frontiériser, pour le coup, parce qu'on exclut une personne, on la situe dans un monde et on organise aussi les relations que cette personne doit avoir avec les autres. Donc, en fait, tout dépend en fait, du moment où le processus de diagnostiquer, en fait, à quel moment on en est, quoi. C'est ça que je répondrai comme question, moi, de mon côté. Moi, je viens faire une constatation. C'est après l'hospitalisation, on se retrouve dehors et là, on est à la merci de tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dangers. Et c'est justement là où il faudrait intervenir sérieusement avec des équipes qui encadrent vraiment bien le patient qui sort de là. Parce que c'est des vols, du racket, voilà. Tout simplement parce que la plupart sont sous-cachés et ça a des effets secondaires très, très, très importants qui font qu'on est à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. C'est une constatation. De plus, moi, je trouve inadmissible d'avoir des médecins qui changent tous les 2 ans. Pour une relation entre psychiatre et patient, c'est très intelligent. Merci. On va prendre une dernière, deux dernières questions parce qu'on va devoir clore cette conférence. Ou une ou 2 dernières questions, monsieur. Attendez qu'on vous amène le micro parce qu'on vous entende bien. Merci. Moi, je ne suis pas soignant du tout. Je suis un jeune juriste retraité, un juriste jeune retraité. Mais j'ai trouvé vraiment très intéressant l'approche de M. Parisot sur la notion de seuil, avec en particulier peut-être le fait que c'est extrêmement subjectif, alors que la frontière, a priori, elle est plus reconnue et quand elle bouge, souvent, c'est à la suite de crises. Et également le fait qu'il y ait... donc c'est très subjectif et ça varie énormément chez la même personne au cours du temps. Donc ça me paraît vraiment très très fécond comme voilà, c'est peut-être pas facile à manier sur le plan médical, mais au niveau théorique, vraiment cette notion de seuil me paraît très féconde. Bah, merci beaucoup pour commentaire. Alors par contre, si je peux me permettre, un seuil se ressent, donc on est dans une forme de subjectivation, ça je suis d'accord, mais il n'est pas subjectif dans le sens où il serait individuel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... le ressenti est individuel et les ressentis qu'on a les uns les autres sont tous individuels et irréductibles, ils sont tous singuliers. En revanche,
on peut être dans un commun sensoriel qui fait que ces différents ressentis s'articulent pour faire sens. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît que là, il y a un seuil qui a été franchi. Et le commun, et alors là, je proposais le bouquin de La Plantine, mais il y a un bouquin qui est génial de François Julien, qui est un philosophe. C'est un petit bouquin qui vaut 6-8 €. Lisez-le tous. Je fais un peu de pub. Ça s'appelle « Il n'y a pas d'identité culturelle » ou « L'identité culturelle n'existe pas », où il dit que justement, le commun ne se construit pas dans l'uniformité. Le commun se construit dans la différence et l'articulation des différences. Et donc, on peut très bien articuler des ressentis différents tout en étant dans une forme d'intersensorialité et ressentir un seuil avec une force et parfois une violence extrême. Parce que ça tue les seuils aussi, hein, parfois. Alors, personnellement, effectivement, j'avais articulé parce que j'avais cette expérience aussi qui date maintenant, mais qui date de la première année de droit que j'avais faite il y a très très longtemps avec Sparta Université et qui avait envisagé la frontière à l'époque comme non pas forcément un espace de confrontation, mais comme aussi un espace de collaboration, d'échange. Et du coup, cette notion-là, cette notion de seuil que j'avais pas poussée jusqu'ici, effectivement, elle est très intéressante et justement, elle permet sur la question de la prise en charge des patients de prendre en considération cette multifocale qu'on a et qui se développe de plus en plus. Je pense que c'est intéressant et c'est une dynamique qui, en fait, tout simplement, on devrait pousser vers cette dynamique, réfléchir plus à notre activité et à nos activités dans cette réflexion-là sous l'égide de seuil plutôt que sous l'égide de spécialité ou de domaine de compétences, parce qu'en fait, ça a une tendance un peu à nous enfermer dans ces fonctionnements, justement pour pousser vers une prise en charge plus holistique, plus globale. Néanmoins, on ne se défera jamais, en tout cas tel que la science et la médecine est constituée à l'heure actuelle, structurellement parlant, on ne se défera jamais complètement de ce qu'entraîne la spécialisation des savoirs et du coup de ce qu'entraîne le fait que quand on se spécialise dans un savoir, on perd la conscience et l'expérience du savoir de l'expert voisin. Et là, pour le coup, je pousse à ma propre chapelle, c'est que nous avons une profession qui est absolument, je pense, merveilleuse, qui est la profession infirmière, qui a cette capacité de pouvoir faire du lien entre les différentes spécialités, bien qu'elle pousse elle-même dans une ambivalence à se spécialiser. Il faut qu'on garde cet ADN parce que c'est justement quelque chose qui, au sein de l'hôpital comme à l'extérieur, est susceptible de maintenir cette réflexion et cette collaboration et ce naturel de la prise en charge d'ensemble. Et que ce soit par rapport à des personnels de santé qui sont, on va dire, identifiés comme des agents de lien, de plus en plus, des infirmiers libéraux à l'extérieur servent en fait de collaborateurs privilégiés pour harmoniser les soins vis-à-vis d'un patient. On parlait de ça tout à l'heure sur la question d'avoir un référent. Donc oui, réfléchir aux soins de nos patients en termes de seuil plus qu'en termes de domaine de compétences et pousser vers cette réflexion-là pour maintenir le soin pour ce qu'il est censé être, c'est-à-dire pas nécessairement répondre à un diagnostic, mais tout simplement améliorer le ressenti et le niveau de vie et la qualité de vie de nos patients, puisque c'est le centre de notre activité. En fait, je réfléchissais enfin, moi, j'ai été vraiment intéressé par cette notion de seuil. Et depuis tout à l'heure, je réfléchis par rapport à ma pratique. Et en fait, ça me parle beaucoup. Et je me dis que parfois, dans mon travail, par exemple, le soir, on partait, voilà, on part en maraude, etc. Donc, on franchit des frontières. Et en fait, j'avais vraiment la perception de ne pas avoir. J'étais persuadé que certains soirs, je n'allais franchir aucun seuil, je pense. Et d'autres où j'étais prêt vous parliez de l'enchevêtrement, là, c'est ça? Et parfois on est prêt à l'enchevêtrement et parfois on est moins prêt à ça. Et on se limite aux frontières. Donc il y a des soirs où je me limitais aux frontières. Et puis il y a des soirs où allègrement je m'enchevêtrais. Voilà. C'est vrai que c'est très parlant. On va s'arrêter, je pense, sur cette idée d'enchevêtrement avec allégresse.
Merci infiniment à vous six de vos présences, interventions, apports, contributions, et merci à vous aussi qui avez à la fois aussi contribué et été présentes. C'est toujours aussi riche. Merci infiniment. On se retrouvera donc pour reprendre un second cycle, comme je le disais tout à l'heure. Ce sera le jeudi 18 juin à 10h dans ce même amphithéâtre, et ce sera l'ouverture d'un cycle autour de mémoire collective et santé mentale. Merci beaucoup.